Parti. Aurélien, merci infiniment Alors, d'être là. Merci Aurélien. merci. Merci infiniment d'être là. Est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer ton parcours de vie Oula, non, mon parcours professionnel de vie, ça va être très, très compliqué. Professionnel. Professionnel. Alors, mon parcours professionnel. Donc, en fait, j'ai commencé je pensais à ça tout à l'heure, il y a 20 ans. J'ai commencé il y a 20 ans comme lecteur à la Série Noire. On était en l'an 2000. Et donc, j'ai commencé lecteur pendant 2 ans. C'est-à-dire que j'allais chez Gallimard tous les lundis matins avec des sacs en plastique que j'emplissais de manuscrits. Essentiellement des manuscrits anglais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lecteurs d'anglais. Donc, je lisais ces manuscrits, je faisais des notes. Et donc, j'avais 25 ans à l'époque. J'étais un peu énervé. Enfin, je suis toujours, mais j'avais plus d'énergie. Donc, je bossais énormément. Et au fur et à mesure, à force d'inonder la Série Noire de notes, à un moment, il y a Antoine Gallimard qui a vu mon nom qui traînait et qui passait assez souvent. Donc, il a demandé à me rencontrer. Et 2 ans après, donc en 2002, après ça va aller plus vite, vous en faites pas, parce que sinon, 40 minutes. Après, en 2002, donc je suis devenu assistant de Patrick Rénal, qui lui-même est parti en 2004. Et à partir de là, j'ai dirigé la Série Noire. Donc la Série Noire, je l'ai dirigée de 2004 à 2000. Après, je me perds un peu dans la fin, parce que c'était un peu le chaos, mais on va dire 2017. Et donc voilà, je suis un peu un bébé Gallimard. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait? La Série Noire, on a fait passer la Série Noire en grand format. Au tout début des années 2000, c'était la petite Série Noire d'avant, comme on dit. Et donc, on a passé ça en grand format. On a fait venir pas mal d'auteurs français. C'est un peu moi ce qui me fait marrer à titre personnel. Pas obligatoirement commercialement, parce que maintenant tout le monde fait du français aussi en se disant il y a peut-être un bon filon. Mais moi, c'est assez égoïste. C'était juste que j'avais l'occasion de traîner avec des gens vivants et pas seulement des agents et des docs à ouvrir. Donc voilà, donc on a fait beaucoup d'auteurs français, dont Caril Ferré, DOA, Antoine Chénas, Lisa Marteau, Ingrid Astier, enfin bon, tout un tas de personnes. Et puis voilà, donc en fait en 2017, la Série Noire, elle est bien. Je le sais pour moi, donc je ne vais pas parler de chiffres et tout ça parce que ça me saoule, mais en tout cas, elle allait très bien. Et je me suis dit, et qu'en même temps je divorçais, enfin ma vie était un peu un bordel, je me disais quitte à tout exploser, autant exploser tout jusqu'au bout et donc quitter la Série Noire parce que alors quand je dis j'avais fait ce que j'avais à faire, ça veut pas dire que j'aurais pu le faire encore 20 ans, hein, c'était vraiment ma collection fétiche, mais je me disais que voilà, j'avais envie de prendre des risques, de sauter un peu dans le vide et puis de créer quelque chose un peu, alors quand je dis à partir de rien, c'est pas à partir de rien, hein, je suis dans une boîte qui a fait Trier Weiler, qui fait des arbres, je suis pas une toute petite chose molle, mais en tout cas, je voulais quand même prendre le risque de recréer une collection à partir de voilà, qui n'existait pas, d'où l'arrivée d'Equinox en 2018 dans les magasins. Et puis voilà, quoi. Donc là, c'est le début d'une nouvelle aventure qui, alors après, on s'est fait un peu niquer par le Covid, mais bon, c'est la vie, c'est pas très très grave non plus. Je vois que vous êtes tous vivants, c'est bien là l'essentiel. C'est qu'on avait lancé, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je suis un enfant des années 70, donc je me suis dit, cette collègue, je l'avais en noir et blanc, radical, dans ta tête et tout ça. Et en fait, j'étais un peu le seul à l'aimer, quoi. Et je ne suis pas, comment dire, moi, j'ai pas de problème à changer. Si vous regardez la Série Noire, pendant que j'y étais, on n'a pas arrêté de changer les maquettes. Et moi, je suis pour les collections comme je le disais avant, hein, mais comme des virus. C'est-à-dire que ça prolifère, ça mute, ça change non-stop. Et donc, cette année, on avait décidé de lancer une nouvelle mouture de la collection avec des couvertures illustrées que je trouve magnifiques, avec des artistes de talent. Et donc, voilà. Donc, c'était une nouvelle, j'allais dire une nouvelle année prometteuse qui a été un peu comme ça coupée on m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, mais on a encore plein de choses dans les bottes, plein de bons livres à venir. Et donc voilà. Donc Equinox, parce que la question va toujours être un peu c'est quoi Equinox? Alors Equinox, en fait, alors ça je vous le dis qu'à vous, mais c'est absolument, c'est-à-dire que j'ai changé de costard. De costard, de t-shirt, mais l'homme à l'intérieur, entre guillemets, reste le même. C'est-à-dire que je fais toujours… Parfois, les gens râlent sur le côté marketing de la vie. Tout est marketing, mais souvent, on pose des questions qui sont un peu marketing. Genre, mais alors, c'est quoi Equinox comparé à… Ça ne change en rien par rapport à la Série Noire. C'est juste que Beccaria, le boss des arènes,
me permet d'aller, j'allais dire, d'aller au bout de mes fantasmes. La série noire, on pouvait faire ci, mais on pouvait pas faire ça. Enfin, c'était une vieille dame de 70 ans. Là, il y a un peu une carte blanche et puis une confiance de Beccaria qui me permet aussi bien, j'allais dire, d'acheter des titres très, très commerciaux que de faire des livres très, très pointus, entre guillemets, pour la beauté de l'art, et que tout ça cohabite dans une même collection, avec, comme je vous disais, quoi, une collection illustrée, c'est-à-dire que c'est pas juste des photos qu'on va chercher sur une banque de données et qu'on fait clic, 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 quoi. C'est des artistes, alors il faut parler avec eux, faut discuter avec l'auteur, discuter avec l'illustrateur, après il faut convaincre le service commercial, tout ça. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus de boulot, mais en même temps, je trouve ça magnifique. Et puis cette idée de la couverture couleur est venue après, justement, parce que je vois Anthony L. Qui se tient derrière une très belle affiche, l'Étoile du Nord, et c'est cette couverture qu'on a trouvée sublime. On s'est dit, mais pourquoi se chier à faire une jaquette? On multiplie le papier, enfin ça coûte du fric et tout. Pourquoi on ferait pas directement le livre en couleur? Donc c'est comme ça que c'est parti, cette idée du changement des livres en couleur. Alors Equinox, comment dire? Alors moi j'ai une vision. Le polar c'est une galaxie. Hein, j'ai pas bien regardé parce que j'ai vu qu'il y avait des mecs fous, genre les Forges de Vulcain et tout ça, mais j'ai pas vu si vous aviez interviewé d'autres polars 2 entre guillemets. Et vous verrez le polar, il y a déjà le terme veut rien dire et ça illustre bien ça. C'est-à-dire que vraiment il y a à boire et à manger dans le polar et tout le monde y voit un peu ce qu'il veut. Hein. Il y a aussi bien des grands thrillers très commerciaux, très divertissants, que encore une fois des romans noirs très pointus, très littéraire même, qui s'adresse à un public plus restreint. Et donc moi je viens de ce qu'on appelle pompeusement, mais de la critique sociale, c'est-à-dire que je suis un enfant de Dashiell Hammett, de Chandler, du Elroy, du Quartet de Los Angeles. C'est-à-dire que pour moi la littérature noire, qu'elle soit, après on parlera policier, thriller, machin, mais en général le noir est de toute façon une littérature qui va un peu ausculter la société et qui va aller gratter là où ça fait mal, là où ça coince, là où ça ripe un peu. Et moi qui venais de la sociologie et qui venais de l'histoire, quand j'ai découvert cette littérature, je me suis dit, mais putain, avec ces livres-là, on a tout. C'est-à-dire qu'on a à la fois le savoir, la connaissance, on apprend plein de choses, et en même temps, on est emporté par une narration, par des personnages, par un style. Et je fais partie de ceux, comme Jacques Higelin, qui disait « je vis pas ma vie, je la rêve ». Je crois que le réel est un mot et que la fiction est une part du réel et que justement, elle nous permet d'aller encore plus loin, de pousser pour prendre un terme de musique, de pousser les potards à fond et justement d'aller ausculter on ne peut plus loin la société. Donc moi, je suis pour un polar qui rate, je suis pour un polar qui fait un peu mal aux entournures. Enfin, si vous avez lu du Chénas ou du DOA, vous voyez bien un peu vers quoi je me tourne. Mais en même temps, comme je vous le disais, le polar, c'est un monde hyper vaste. C'est un peu comme le jeu des 7 familles. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de... Quand j'étais tout petit, que je commençais dans le métier, mais en fait, je dis toujours les mêmes choses. Soit je progresse pas, soit j'étais brillant jeune. Mais enfin, en tout cas, ça n'évolue pas. C'est Arnold et Willy, qui est quand même une grande série. Et dans Arnold et Willy, le refrain disait « il faut de tout pour faire un monde ». Et je pense qu'une collection que ce soit une collection de polar ou même une collection de littérature, moi je viens de Denis Roche, de Fiction et compagnie, je viens des éditions du Sagittaire, enfin c'est toutes ces collections-là qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin. Et ces collections sont des micro-mondes, c'est-à-dire que Equinox, c'est un monde, c'est une micro-maison d'édition où cohabitent allègrement, comme je vous le disais, des gros thrillers américains et des premiers romans français un peu plus durs d'aspect, entre guillemets. Et je pense que tous ces gens-là doivent vivre au sein de... Ah, j'ai un putain d'écho, excusez-moi. C'est moi, pardon. Ça me rappelait des souvenirs terribles de fêtes de la musique foireuse où on essayait de reprendre Maceo par cœur et c'était monstrueux. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, excusez-moi, je suis un peu échevelé, hein, je suis un enfant de ma génération, donc les idées viennent au fil de l'eau, j'ai rien préparé. Donc, pour vous illustrer un peu la diversité du catalogue Equinox,
Je peux vous citer, par exemple, dans les années là, qui ont passé, des titres qui n'ont, vous verrez, absolument rien à voir, si ce n'est de cohabiter ensemble. Alors, vous avez aussi bien comme je vous disais, des romans noirs étrangers, américains. Je pense que l'anglo-saxon, c'est un peu la matrice du polar et du roman noir, et que toute bonne collection se doit quand même d'en avoir. Donc derrière vous, vous avez l'étoile, enfin derrière vous, vous voyez là ce livre, l'étoile du Nord, qui m'a beaucoup plu parce que je n'avais rien lu. Alors après, j'ai vu que c'est devenu un filon, des maisons d'édition sont créées là-dessus, tout ça. Moi, j'ai un peu raté le train. J'ai ouvert et puis après, je suis passé un peu à autre chose. Enfin, moi, je suis un passionné. Alors c'est horrible à dire comme ça, mais je suis un passionné depuis gamin voilà, des dictatures et des régimes sombres. Et j'avais lu pas mal de choses sur la Corée du Nord, mais j'avais rien lu comment dire, justement de fictionnel, quoi. Enfin, de fictionnel roman noir. Et là, donc, je suis arrivé avec ce thriller écrit par un Anglais qui a vécu là-bas et qui a écrit des livres avec des prisonniers qui avaient traversé la frontière. En fait, c'est beaucoup documenté pour écrire ce livre. Et donc ça, c'était une manière pour moi de dire à la fois, bah, ce livre, il peut plaire à la personne qui a envie de passer, comme on dit, un bon moment. C'est-à-dire que c'est construit, on peut pas s'empêcher de dévorer ce livre. Et puis en même temps, si ça se passe bien, vous sortez quand même un peu moins con de la lecture de ce livre que quand vous y êtes entré. Et moi, c'est ce que j'apprécie dans la culture populaire. Donc culture populaire, il y a populaire, mais il y a culture. Donc je tiens beaucoup. Et quand je dis ça entre nous. Hein, c'est-à-dire, c'est pas pédant, je ne prends pas là pour un truc, mais c'est une ambition, quoi. Puis c'est aussi ce que moi je vais chercher dans un livre. Donc on a cette étoile du Nord. Cette année-là, on avait un autre livre qui a été remarqué, qui s'appelait Mamie Luguerre, de Benoît Philippon. Alors Mamie Luguerre, Benoît Philippon, c'est une autre veine. C'est une veine, on va dire, un petit peu humoristique, parce que le polar, bon, c'est dur, c'est parfois très désespéré. J'espère pas trop désespérant, mais enfin désespéré. Mais il y a aussi toute une veine un petit peu humoristique. Hein, je vous renvoie à certains livres de Manchette, certains livres d'ADG, enfin la gouaille, le jeu de mots du Vautrin aussi, hein, du The Kick, enfin ces choses-là. Et donc Benoît Philippon est arrivé, on avait fait un premier livre à la série noire qui s'appelait Cabossé, une sorte d'histoire d'amour, La Belle et la Bête, version actuelle. Et Mamie Luguerre, et ben, c'était un personnage qui apparaissait dans le livre. On s'est dit, tiens, ça serait drôle d'en faire l'héroïne d'un livre. C'est une mémé qui doit avoir 102 ans et dont on découvre que dans sa cave, on découvre 7 cadavres. Et ces 7 cadavres, ou 8, ces cadavres vont en fait rythmer le XXe siècle qui a traversé cette vieille Berthe. Et à partir de là, à partir de quelque chose comme un livre un peu drôlatique, un interrogatoire un peu loufoque, et ben vous allez avoir toute une réflexion quand même sur c'est quoi être une fille, c'est quoi d'être une fille aujourd'hui, comment dire, c'est un livre, il me fait un peu penser à Tarantino, c'est-à-dire que c'est un mec, parce que souvent c'est vrai que ça peut être énervant aussi des livres qui présentent des filles écrites par des garçons, mais en même temps les filles, enfin si on allait, les filles ne parlent qu'aux filles, les garçons aux garçons, enfin ça me dérange aussi, mais enfin bon bref, en tout cas Benoît est porté par des personnages féminins et ça, j'avais peu d'auteurs avec qui j'avais travaillé comme ça. Et il me plaît beaucoup. Là, on vient de sortir un livre. Donc, je sais pas qui sont les gens avec qui je parle, s'il y a des libraires, des blogueurs, enfin bref, je parle comme si vous étiez vous. On a sorti une semaine avant le confinement un livre qui s'appelle Joueuse, qui est le nouveau livre de Benoît Philippon. Et donc voilà, je vous conseille vraiment de défendre ce livre parce que là aussi, comment dire, on Je ne sais s'était pas dit. si vous voyez, mais il y a la couve là. Alors attends, je vois pas, mais je vous fais confiance. Je regarde. Ah oui, yes, Pauline de Book Taster. Yes. Donc voilà, donc c'est Joueuse. Merde. Bon, ouais. alors il y avait écrit Vous étiez Pauline. deux, vous étiez deux. Ah, d'accord, mince. Je voyais Pauline. Voilà, je suis tombé sur Pauline en premier. Bon, bref, je me suis perdu. Et puis, en plus, il y a beaucoup enfin, bref, faut que j'arrête de regarder les gens, sinon, je vais perdre mes idées. Alors, attendez, excusez-moi, ça m'a déconcentré de voir tous ces gens. Je sais plus ce que je racontais. Oui, alors, je disais oui, donc joueuse. Et ben, parce que donc Mamie Luguerre a quand même rencontré un certain succès. On a vendu quasiment 15 000 en grand format. Et puis surtout, quand on faisait des signatures en librairie, en médiathèque, à Caen notamment, on voyait que c'était l'occasion de vraies rencontres qui étaient très fortes entre beaucoup c'était des lectrices,
mais aussi des lecteurs, mais enfin que ce livre les avait beaucoup remués. Donc après, on s'est dit, putain, quoi faire? En fait, il y a le, le nouveau livre qui arrive. Et on s'est dit, parce que c'est un peu ça, les grands auteurs, et en musique aussi, je vous renvoie à Neil Young, c'est comment faire la même chose tout en étant complètement différent. Enfin, c'est des questions éternelles, hein, que se sont posées David Bowie, que se sont posées enfin, plein d'artistes. Et donc, en fait, il a réussi à créer avec Joueuse, donc vous allez suivre une jeune femme d'une vingtaine d'années, joueuse de poker, bluffeuse invétérée, et qui dépouille les mecs j'allais dire à tour de bras, mais à coup de carte surtout. Vous allez suivre cette jeune femme qui essaye de monter la meilleure équipe de bluffeurs de poker pour jouer la partie du siècle. Sa partie à elle. Et cette partie à elle, vous verrez, renvoie à quelque chose d'assez intime. Et donc là, pareil, ça commence comme des galeries de personnages, de portraits qui décrivent un peu quand même l'état de la société française, et notamment la violence faite aux femmes. Et puis, tout d'un coup, ça prend une ampleur totalement autre, un côté un peu ogre. Je vous laisse, conte pour adultes. Et on retrouve toujours cette gouaille, cet humour, cette tendresse, cette bienveillance. Et donc, voilà, si vous pouvez essayer de faire un peu vivre ce livre, ça me fera plaisir parce qu'il a beaucoup bossé dessus, ça me vachement bien. Et voilà, ça me rendait un peu triste de savoir que voilà. Une semaine avant, c'était un peu dur. Mais bon, hein, c'est pas le seul. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous voulez pas, parce que là, ça fait quoi? Ça fait 20 minutes que je parle non-stop. On peut un peu aérer de questions parce que sinon je vais vous parler vite, je vais vous faire de la retape et je préfère que vous me posiez des questions et qu'on. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Et toi? Génial. Non, parce que la dernière fois, personne m'entendait. Non, c'était juste pour faire un commentaire effectivement sur Mali Luger et Joueuse. Les deux femmes, elles ont vécu des trucs absolument épouvantables. Et heureusement, en fait, il a ce style un peu. C'est ce que je lui ai dit à Benoît. Je lui ai dit un peu de bande dessinée, parce que sinon, c'est insoutenable, quoi. Et en fait, ça permet effectivement d'alléger un peu, supporter un petit peu cette souffrance. Et c'est exactement. Et c'est tu vois, et par rapport à ce que je te racontais, enfin, je parle au-dessus et tout, hein. Par rapport à ce que je racontais tout à l'heure. Non, mais Aurélien, c'est moi, hein, tu me connais, hein. Alors attendez, mais il faut que je vois qui parle quoi. Ah oui, ah bah carrément, oui. Ouais, mais c'est pour ça, tu vois pas. Ah non, mais attends, non, mais c'est parce que je traîne, oui. Bon, et oui, mais il faut pas que vous après. Non, c'est parce que je suis arrivée en retard, excuse-moi. Voilà. Mais alors, je sais plus ce que je racontais. Résultat, après, quand ça interagit trop, après, je me perds. Mais donc, bon, je disais, heureusement qu'il a ce style, un peu léger, parce que sinon, ce serait un souffle. Voilà. Et donc, moi, j'ai tendance parfois à faire effectivement des livres. Par exemple, je vous conseille par curiosité, hein, mais quand même, le livre qui s'appelle Requiem pour Miranda de Sylvain Camti, là, il y a aucun humour, c'est-à-dire que c'est un livre. Moi, ce que j'aime bien dans l'idée d'une collection, c'est de surprendre. Moi, les collègues, je les vois un peu comme un bar ou un salon, et il y a des zones, il y a des espaces, et j'aime l'idée que la personne soit un peu surprise, genre j'ai adoré Philippon. Je vais me prendre celui-là, et puis tout d'un coup, peut-être un peu moins aimé, ou en tout cas être surprise. Voilà, c'est ça que j'essaye aussi de provoquer. Comme quand, je sais pas, quand j'étais gamin, par exemple, la première fois que j'étais allé voir une expo de Francis Bacon, et ça m'avait violenté. Je savais pas si j'aimais ou pas, et puis après, ça a fait son chemin. Et ça, c'est quelque chose qui doit perdurer. Enfin voilà, c'est ce que j'essaye de faire perdurer. Et c'est vrai que les livres durs, parce que tu parlais tout à l'heure d'insoutenable, c'est vrai que c'est pas toujours facile de défendre les livres durs, et que c'est agréable pour ça d'avoir aussi des livres comme Benoît qui amènent un peu de respiration. Encore une fois, vive les saisons, vive les changements, voilà, que les choses soient un peu plastiques et chaotiques comme elles le sont dans la vie. Et j'espère que si vous regardez un peu Equinox, c'est un peu comme une photographie du chaos actuel. Et d'ailleurs, on a trouvé cette phrase, on était là, Equinox, trouver du sens au chaos. Alors quand c'est trouver du sens au chaos, ça veut pas dire, c'est pas donner du sens au chaos, c'est pas Donald Trump et des théories conspirationnistes, mais c'est essayer à travers un acte littéraire de trouver un peu du sens à tout ce qui nous environne, que ça soit dans le cas de Philippon, les rapports de sexe, que ça soit avec Dominique Manotti, le rapport à la police, que ça soit, enfin toutes ces choses-là,
des livres qui vous divertissent et qui en même temps, bah, il faut regarder un peu le monde différemment. Et pour rester dans une image un peu de bar, parce que j'aime bien les bars, enfin maintenant là je peux me gratter, mais j'aimais bien ça. J'aimerais avoir l'illusion que si quelqu'un rentre dans un bar avec un livre Equinox et qu'il rencontre quelqu'un au bout du bar avec un livre Equinox qui n'est peut-être pas du tout comme lui, même pas la même coupe de cheveux, pas ceci, pas cela, et ben il puisse quand même aller l'approcher et lui dire ah tiens tu dis un truc machin, et à partir de là une conversation naît, et puis moi ça m'est souvent arrivé comme ça. J'ai souvent rencontré des auteurs dans des bars, j'ai souvent rencontré je vous conseille un livre qui s'appelle Nadja d'André Breton, et ça vous décrit ça, c'est une histoire d'amour, mais ça vous décrit comment l'inattendu peut surgir au coin de la rue, le merveilleux, l'irréel. Et je pense qu'il faut quand même beaucoup parler de ça en littérature, parce que surtout en polar, parce que souvent on a fait du polar une sorte de grosse machine, alors que c'est un laboratoire le polar. C'est pas une poule aux œufs d'or pour faire plein de fric. Il y a des livres qui ont une dimension commerciale, mais le roman noir, c'est en général plutôt un laboratoire. Et après, c'est toutes les autres littératures qui en profitent. Hein. Quand on lit Léla Slimani, une chanson douce et tout, enfin, les gens après sont là à dire « Oh, dis donc, c'est accrocheur et tout. » Bah oui, oui, mais si tu lisais des polars, tu verrais qu'il y a des choses comme ça partout. Et voilà, donc ça, c'est le monde du polar. Et ça me va très bien aussi d'être un petit peu à côté. Alors, je vais couper 2 secondes, parce que je vais m'ouvrir une bière. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait un mec qui avait débouché un truc. Je me suis dit, mais merde, pourquoi est-ce que moi je ferais pas pareil? Donc, je disparais de l'écran juste une seconde, mais vous pouvez me poser une question. Hein. Eva? Je suis là. Ouais, moi j'avais une question pour toi, Aurélien. Tu parlais beaucoup Oui. t'as beaucoup parlé de tes auteurs. Et ma question, elle est valable pas que pour Equinox, hein, aussi pour Série Noire. Tu disais que tu préférais les auteurs vivants aux auteurs morts. C'est tout à ton honneur. Et je voulais Non, savoir pas justement, obligatoirement mort, mais enfin, tu vois, au moins ouais, quand ils sont morts, je sais que, entre parce les que deux. malheureusement, enfin, entre les deux, non. Bah, j'ai bossé avec ADG, enfin, j'ai bossé avec des gens qui sont morts. Et ce que je veux dire, ce qui m'embête plus, c'est plus que les anglo-saxons sont parfois un peu durs d'approche. Et moi, je suis très une tape dans le dos, j'écoute les Ramones, enfin, je suis assez relax. Et avec les ricains, soit ça prend pas. Et là, heureusement, j'ai réussi à bosser avec des auteurs américains. Patrick Michael Finn qui a fait Ceci est mon corps, et puis Jedidia RS qui a fait Les Affreux, Les Féroces, pardon, Les Affreux c'est le prochain. Et ben c'est des mecs qui n'étaient pas publiés aux États-Unis parce que les gens trouvaient ça un peu trop bizarre. Et donc ils éditaient dans des petites presses un peu foireuses, des presses universitaires. Et ben voilà, quand on y allait. Et maintenant, je bosse avec eux comme si c'était des Français. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir appeler, pouvoir envoyer un mail à 3 heures du matin. Enfin, être dans une relation un peu d'amitié. Je suis quelqu'un de très affectif. On me dit de m'en méfier, mais bon, comment dire, c'est la vie, c'est comme ça que je suis. Et donc, j'ai besoin qu'il y ait de l'amour, de la tendresse, enfin des choses, des enjeux qui ne soient pas que des enjeux commerciaux. Je veux dire, je la porte de temps en temps, ma casquette commerciale, mais je me dis que l'essentiel, c'est quand même de traverser la vie, voilà, d'essayer de vivre le plus longtemps possible et puis d'être aimé et d'aimer les gens et puis et de faire des belles rencontres. Les livres. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas du tout dire là je bosse comme un chien. Je suis en train de bosser le prochain Carrick Ferré qui sortira l'année prochaine chez Equinox. Je suis très heureux. Mais donc je bosse beaucoup sur les livres. Mais en même temps, comment vous dire, moi j'ai été éduqué avec les textes grecs, avec Échille, avec Euripide, avec Sophocle, bon, il y a des milliards de livres, il y a des millions de livres, tout a déjà été écrit, tout a déjà été dit, donc il faut être un peu relax, être ambitieux dans ce qu'on fait au jour le jour, c'est-à-dire comme un artisan, on a envie de faire le plus bel objet, et puis en même temps de se marrer, quoi, ne pas oublier de se marrer et de se dire que la vie ben voilà, la vie elle est courte, quoi. C'est un claquement de doigts. Donc voilà. Je sais pas si ça répond vraiment à la question. Non, mais bon, j'ai pas eu le temps de poser ma question. Ah merde! Oh putain, l'horrible, l'affreux, pardon. Et ben je me tais. En fait, ma question, c'était je suis où tu désolé. les trouves, en fait, tes auteurs, qu'ils soient français ou américains? C'est des gens que tu connais. Là, tu parlais d'auteurs américains qui n'étaient pas encore publiés aux États-Unis. Enfin, voilà, comment Et ben en fait, tu rencontres tes auteurs? les ricains, je les ai rencontrés. J'étais invité à une conférence à Philadelphie pour recevoir un prix pour ce que j'avais fait à la Série Noire. Et donc, j'avais 2 heures sur une scène à parler.
Et donc, vu qu'il fallait parler en anglais et tout ça, que je suis un peu timide et tout, j'avais un peu picolé et tout, et j'avais fait un peu le mongol, enfin, mais gentiment, hein. Je disais des choses intéressantes, mais j'étais un peu foufou, quoi. Et en sortant de scène, il y a un mec qui est arrivé, qui m'a dit, à toi, il faut que tu lises ça. Et le lendemain, il m'a amené 2 livres. Et puis, je les ai lus et je les ai aimés. Les auteurs français, par exemple, là, l'année prochaine, je vais sortir un auteur qui s'appelle Benjamin Dierstein, qui a fait 2 livres au Nouveau Monde, qui est une petite maison, dont La sirène qui fume, je crois, et que je vous conseille activement. Et ben, lui, je l'ai rencontré à un festival qui s'appelle Bloody Flurry, à côté de Caen. Et on était tous les deux un peu, enfin, je sentais qu'on était un peu mal au monde, parce que les festivals, c'est pas toujours évident. Et puis, comme 2 débiles, on s'est mis à picoler dans le coin, et puis on s'est regardé, tout d'un coup, il y a une lueur dans les yeux, et on s'est dit, ah, allez, on va se fumer une clope dehors, et puis hop, les choses se passent comme ça, quoi, en fait. C'est un peu non écrit. Et puis après, ben, il y a des mecs ou des filles aussi qui m'envoient leurs textes, parce qu'ils ont lu d'autres livres, et dans les lettres, parfois, je me dis, il y avait un mec, on a fait un livre qui s'appelle Planète Vide, qui s'appelle Clément Milian. Donc, ils ont fait Planète Vide à la série noire, et puis on a fait L'Impitoyable. C'est pas L'Impitoyable, enfin, j'ai oublié le nom, là. Je suis en train de perdre mes moyens. Mais enfin, bref, résultat, quand j'avais reçu son premier manuscrit, il m'avait envoyé une lettre tellement belle, tellement intelligente, sensible et tout, que je me suis dit, de toute façon, on va faire un livre. C'est-à-dire qu'à un moment, la rencontre avec l'individu précède le livre. Le livre, il flotte, il est dans l'air. C'est comme il y avait Pearl Jam qui disait les pensées sont comme des papillons. Les livres, c'est un peu pareil. Ce qui est important, c'est la rencontre parce que c'était toi, parce que c'était moi. Et à partir de là, ça déroule. Quand il y a une vraie rencontre, une vraie communauté, je m'aperçois avec ça dans le temps, c'est là où on travaille le mieux. Quand c'est juste professionnel, eh ben, c'est un peu moins intéressant parce que comment dire, ça dépend que du résultat commercial d'un livre, et on sait que ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, quasiment pas du tout, quoi, hein. Sinon, je vous mentirais si je vous disais que je sais ce qui va marcher ou pas. Tout ça, c'est un peu du hasard organisé. Donc, comment je les rencontre, c'est pareil, chaos organisé, et puis quand même beaucoup traîné dehors. Je suis connu pour être celui qui arrive le plus tard au bureau et qui part de loin le plus tôt. Et la vie, elle est dehors. Pour reprendre Breton, il disait la vraie vie est ailleurs. Et je pense que pour un éditeur, la vraie vie, elle est pas dans son bureau, et elle est pas dans son quartier, quoi. Faut se balader. Donc moi, je fais beaucoup de rencontres. J'arrête pas je sillonne la France quand c'est possible. Et puis voilà. Sandra? Oui. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Je vais te tutoyer parce qu'on est de la même génération. Tu parlais de génération. Voilà. Je vais revenir un tout petit peu au début de ce que tu nous disais. Enfin, je vais poser 2 questions en une. Bon, tu as parlé des influences d'André Breton, d'Eschyle, tout ça. Est-ce que tu es tombé très vite dans le polar, ou est-ce que tu as lu d'autres choses qui t'ont... Non, en fait, je suis entré dans le polar par... c'est-à-dire, quand j'étais jeune, je faisais des bêtises. Et donc, j'ai toujours été, sensible à... moi, quand j'étais gamin, je lisais Kerouac, je lisais Fante, je lisais Bukowski, je lisais Morand quand il parlait de vitesse, d'excitation. Je lisais Burroughs. J'étais à fond dans la littérature de la défonce, de la drogue, de la sensation. Burroughs, enfin tous ces gens-là. Et après, ça c'était entre 15 et 20. Et le polar, moi je l'ai découvert vers 21 ans. C'est-à-dire, non pas que je m'étais calmé, mais je veux dire que j'avais fait un peu, d'un point de vue littéraire, comment dire, les gros récits métapsychés, machin bidule, c'est bon, je les avais un peu lus. Et ce que j'adorais dans le polar, c'est-à-dire que c'est pour ça que je suis un peu obsessionnel et que j'adore éditer du polar, c'est que quand c'est bien fait, c'est quand même une machinerie diabolique. Et j'adore ça. J'adore le mec qui dit ça. Après, s'il divorce, c'est pas ça. J'adore la manipulation. Mais je disais que j'aimais bien manipuler. C'est-à-dire que ce que je dis souvent à l'auteur quand on travaille sur le texte, c'est que si on comparait un peu l'acte de l'écriture à l'ascension d'une montagne d'alpiniste, enfin d'une vraie montagne quand il marche,
l'alpinisme, quand il est, parce que mon père était alpiniste quand il était plus jeune, c'est pour ça que ça sort cette image. Vous accrochez des pitons sur la paroi pour faire passer vos cordes et monter. Et ces pitons, ils sont enlevés progressivement de la paroi, vous les laissez pas. Et donc, quand vous arrivez en haut, vous voyez un mec en haut d'une montagne, et puis vous voyez rien d'autre que lui. Comment il est arrivé là, c'est merveilleux. Le livre, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'aime avoir l'idée que le lecteur sente absolument rien et qu'il se soit fait manipuler de A à Z depuis le début. C'est ce que j'appelle la distribution d'informations. C'est souvent ça qui est difficile dans le polar, c'est quand est-ce que je donne une information importante pour la progression de l'intrigue et quand est-ce qu'on la donne sans avoir l'impression justement de la donner, parce que sinon pour le lecteur ça perd tout intérêt. Enfin, c'est toutes ces petites choses. Alors là, quand j'en parle, c'est un peu abstrait, mais je veux dire, pour moi c'est complètement sensitif. Enfin, c'est limite sensuel. Enfin, je le sens quand je le lis. Là, j'ai passé l'après-midi à bosser avec un mec sur son premier roman qu'on va publier je ne sais quand, mais on est en train de travailler dessus, un truc super bien. Une sorte d'enfant de Deleuze et de Dantec, ça promet. Mais pareil, là, on est dans la phase où je disais, c'est la phase Brancusi, c'est-à-dire qu'on est vraiment à travailler juste la forme, les articulations, entre guillemets, l'enculage de mouche. C'est-à-dire que c'est une fois que le récit est borné, qu'il y a le début, le milieu, la fin, les personnages, le ton, le rein, et après on rentre dans la fignole, quoi, les petits détails, et c'est super marrant. Enfin, c'est marrant. C'est surtout marrant pour moi parce que moi, je vois un truc qui est en train de se créer. Pour les auteurs, parfois, ça doit être un peu, perturbant. Mais encore une fois, moi, je suis très, très présent, donc je les laisse jamais, je les laisse jamais partir. Un auteur, en général, il part jamais. Là, pareil, c'est le cas aujourd'hui. Il part plutôt souriant que abattu. Hein. Mais en tout cas, en se disant, putain, il faut que je bosse. Mais c'est ça qui est bien. J'aime le travail. Je sais pas si tu interviens. Oui. Pardon. Du coup, tu interviens beaucoup dans les écrits. J'interviens, ça dépend totalement. Ça dépend. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Oui. C'est la rencontre. C'est la rencontre entre l'auteur et moi qui crée une réalité. Il y a des auteurs avec qui je touche quasiment pas une virgule, et il y a des auteurs avec qui je peux faire 8 versions. Et ce qui est drôle avec le temps, c'est que je me disais, ça a peut-être rapport avec la chronologie, avec le temps qui passe. Et en fait, non, certains auteurs, dont je tairai le nom, dont on pourrait se dire, putain, les mecs, ça fait des années et des années qu'ils écrivent. Non, les premières versions sont toujours aussi pourries qu'il y a quelques années, mais c'est leur processus de création. Et donc, faut pas s'inquiéter. Faut, comme je dis, surfer la vague ou surfer l'éclair. Et à un moment, il y a toujours un livre qui sort, quoi. On fait pas je suis pas en train de trouver un virus, un vaccin pour un virus, je suis pas un scientifique. On est dans des choses qui sont quand même, on est qu'avec des gens qui ont envie de le faire, et donc c'est tout à fait faisable. Donc j'interviens, et après quand j'interviens, mon père il est homéopathe, et ma mère elle est psychanalyste, et donc ce sont des façons de soigner ou qui s'adaptent aux gens. Et moi je suis comme ça, c'est-à-dire que je suis gentil, je peux être méchant, je peux être coulant, je peux être autoritaire, selon le besoin de l'autre en face, en général. Moi, dans l'absolu, j'aimerais recevoir des manuscrits et puis boire des coups avec les personnes. Mais s'il faut que je prenne d'autres rôles, entre guillemets, je le fais. Et puis quoi d'autre et puis surtout moi ce qui est très très important, parce que je viens de chez Gallimard, donc j'ai quand même une maison où il y a des milliards d'auteurs et parfois il y a, comme dirait Johnny Hallyday, il y a des auteurs abandonnés, et les auteurs abandonnés, il y a rien de plus douloureux. Donc moi j'essaye de faire, même si parfois je crée des déceptions, mais j'essaye d'être quelqu'un qui est présent. Je suis un peu foufou, je suis un peu je sors un peu des cases, mais je suis très très fidèle et loyal. C'est-à-dire que quand on a besoin de moi, je suis là. Et s'il y a besoin de lire, par exemple, Caril, il m'a envoyé sa version il y a 15 jours. C'est la 4e. Donc, et puis on a fait une séance de travail. Et en fait, il est tellement à fond dedans qu'en 15 jours, il a refait tout ce qu'il fallait faire. Bon, là, je vais me retaper demain de relire le livre que j'ai lu il y a 15 jours et que j'avais déjà lu 4 fois. Enfin, vous voyez, quand je dis ça, c'est pas c'est dur. Mais juste, là, on a un niveau où, moi, par exemple, je lis plus jamais de livres. Depuis que je suis dans l'édition, je lis que des manuscrits parce que ça prend
ça prend du temps, quoi. Et puis les mecs, une fois, c'est comme la drogue, hein, une fois que vous avez habitué les gens à quelque chose, ils y prennent goût. Donc maintenant, je suis quand même connu c'est difficile d'entrer parce que je suis un peu comme un gaz parfois. Bon voilà, c'est difficile d'entrer dans le gang, mais une fois qu'on est dans le gang, je suis corvéable à merci. Hein. C'est pour reprendre, je sais plus qui, c'est Montaigne et la Boétie, la servitude volontaire. C'est ça, hein, la relation éditeur-auteur. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas. Il y a un moment, c'est moi qui suis au service de l'auteur. Il y a un moment, c'est l'auteur qui sert le livre et la collection. Tout ça change et évolue au gré du calendrier. Et c'est ça qui est chouette aussi. C'est pas des relations figées. Yes. Alors, c'était la fin de la réponse. Si personne ne rebondit, Aurélien, comment tu as vécu cette nouvelle fonction d'éditeur qui était plutôt agréable, j'imagine? Ouais, enfin, pour moi, c'était pareil. Enfin, c'est pareil. Ce qui a changé, c'est-à-dire que j'ai un nouveau patron avec qui je peux parler beaucoup plus facilement. J'étais dans une boîte où on était 700, maintenant on est 25. Donc tout ça change au niveau des rapports humains. Mais dans l'absolu, je veux dire, ça change pas. Tu continues de choisir des textes. Ouais. Voilà. Et encore une fois, j'étais pareil même avant d'entrer chez Gallimard. C'est-à-dire, je lisais des textes, j'annotais, je suis retombé sur des vieux textes et tout. Enfin, j'ai jamais pu m'empêcher de tripatouiller dans les textes. À l'inverse de la musique, par exemple. J'adore la musique. Je me verrais absolument pas tripatouiller, dire à quelqu'un, change-moi le son de ta guitare, ceci, cela. Non, la musique, ça doit être tel que c'est. Mais par contre, la littérature, c'est un tel travail d'orfèvre. Et puis, c'est un tel travail seul avec soi. Je pense que l'intervention de quelqu'un d'extérieur en qui on a confiance, c'est vraiment bénéfique pour un auteur. Et voilà, quoi. Et puis, encore une fois, c'est aussi tellement plus marrant de bosser avec des gens que vous aimez. Enfin, mais encore une fois, de bosser avec des gens que vous aimez, moi, c'est les livres qui me font aimer les gens. Hein. Y a pas. Je me souviens, à un moment, il y a Marcus Malk, on avait fait un livre ensemble, La Série Noire, il m'a dit ouais, mais moi, j'écoute pas de rock'n'roll et je suis pas tatoué. Je disais, on s'en fout. Voilà, hein, musique classique, n'importe quoi. Tout ce qui compte, c'est la façon de vivre la vie et son cœur. Il y avait un film très beau de David Lynch qui s'appelle Sailor et Lula et en anglais, ça s'appelle Wild at Heart, les cœurs sauvages. Quoi. Et donc, voilà, c'est ça que j'aime, quoi. Les cœurs sauvages. Et là, ce qui est super drôle, c'est qu'arrive en ce moment, que ça soit en Amérique ou en France, les cœurs sauvages féminins. Et ça m'enchante. Parce que moi, je viens d'un monde où le polar, quand les filles écrivaient du polar, c'était souvent du gros thriller à la nouille. Enfin, c'est pas ma came. Des choses très psychologiques. Et puis, je sais pas, il y avait une façon de mettre en avant la femme, son corps et tout. Quand j'ai commencé à bosser avec Elsa Marpeau à La Série Noire, et puis là, je suis en train de bosser avec une jeune Marseillaise qui est en train de travailler sur son premier roman. Je vois apparaître des filles badass, enfin bien énervées, bien comme il faut, et ça me fait super plaisir. J'ai aussi des auteurs américains, des filles qui tapent là où ça fait mal, et puis qui moi en tant que mec me renvoient un peu parfois à je sais pas, à notre côté misérable et pathétique. Et ça, je trouve ça vachement bien. Des livres qui foutent un peu des coups de pied dans les couilles des garçons. Je trouve que c'est pas mal, mais que tout ça soit en même temps à côté, que le livre d'après, ça peut être un gros livre macho. C'est-à-dire que tout ça existe. Il ne s'agit pas de faire une collection, le polar féminin. On ne fait pas du marketing, c'est des rencontres de personnes. Et c'est vrai que là, dans l'air du temps, dans ce que je vois en train d'apparaître, il y a la question des rapports de sexe, évidemment, la question de la femme, de son autonomie, de son indépendance, de la prise en main de son destin. Et puis, il y a la question de tout ce qui est l'écologie, et notamment de toutes les questions sur l'écoterrorisme, jusqu'où on peut aller. Donc là aussi, j'ai des gros thrillers vachement bien qui posent des bonnes questions sur l'époque actuelle, tout en passant un bon moment. On n'est pas là, on fait pas de la socio. On passe un bon moment. Moi, j'aurais une question. C'est la fin de la. Oui, yes. Yes. En fait, j'en aurais même deux. C'est quoi le tatou là, le beau tatou? Ah, merci. Alors vu que tu as déjà un petit peu un recul sur le métier d'éditeur, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'édition maintenant, dans les maisons d'édition, bosser dans ce milieu? Et aussi, à quelqu'un qui lit pas forcément beaucoup de polar, qu'est-ce que tu conseillerais comme
si tu devais donner un ou deux titres qui sont vraiment bien et que tu penses qu'ils pourraient être applicables à tout le monde et plaire à beaucoup. Très bien. Alors dans l'édition, ce que je conseillerais, parce que je vois que je vois que j'ai côtoyé beaucoup de gens qui ont fait des formations, comme on dit, des formations professionnalisantes et tout ça. Donc ça, je trouve ça à la fois très bien et à la fois la menace de ça, c'est d'être un super assistant. C'est effectivement, ces études-là, moi j'ai fait aucune étude. Enfin, j'ai fait des études, j'en ai fait, mais je veux dire, j'ai rien fait sur l'édition. Je suis arrivé et je vous dis un secret, j'ai jamais lu un contrat. Je sais même pas les contrats que je fais signer. C'est-à-dire que je vois la réaction de l'auteur, parce que ça a l'air honnête. Et tout ça me passe allègrement au-dessus parce que je suis totalement concentré que sur le texte. Donc, effectivement, c'est bien de se former. Mais ce que je disais souvent quand je faisais des interventions, je sais pas quoi, dans des trucs de libraire ou je sais pas quoi, des formation, j'ai oublié, en banlieue à Paris, je disais aux étudiants de passer quand même pas mal de temps dans les parcs peut-être pas fumer des ouinges, mais à rêver avec un bouquin, à se promener, à perdre son temps. C'est-à-dire que c'est là où viennent les idées, c'est là où va se créer quelque chose, et pas juste d'être une sorte de bête de concours qui sait quoi faire, sur quel bouton appuyer, et qui serait vide à l'intérieur. C'est-à-dire que je te conseille de tomber amoureux, de te faire plaquer, de pleurer, de passer des nuits blanches, de tout d'un coup découvrir un livre dans une nuit blanche, dans une nuit de désespoir, et te dire ah putain, ce livre il m'a sauvé la vie, t'apercevoir de la puissance d'un livre, enfin, toi, de ressentir les trucs, et après évidemment d'accepter tous les boulots de stage, enfin tout ce qui passe par la main, faut les prendre quoi, de manière stratégique, mais de pas oublier d'arroser, j'allais dire. La plante en toi, enfin tout ce qui est créatif et tout ce qui est un peu impalpable, j'allais dire ton individualité, parce que c'est là où à un moment tu te distingueras, et tout d'un coup tu te diras sur un livre et là les gens se diront ah putain mais mince, quand il parle de ce livre il a l'air tellement habité, enfin tu vois, donc c'est ça que je te conseille de cultiver. Alors, ensuite il y avait une deuxième question, comme dirait l'homme politique, j'ai oublié, c'était donc il y avait C'était quoi la deuxième partie de ta question? Si tu devais recommander un ou deux titres. Oui. Ouais. Alors, si je devais recommander un ou deux titres, j'ai parlé de titres avant moi, pour pas parler de. Alors, je vais te conseiller Rage Noire de Jim Thompson. Okay. C'est un chef-d'œuvre absolu de noirceur. On est dans le pur roman noir. Et puis, alors ça c'est chez Rivage, en poche, enfin la version petite. Et ensuite, un livre qui est un peu passé à la trappe, que j'avais adoré, qui a été ensuite adapté. Alors comme toujours les adaptations, une fois qu'on a lu le livre en premier, c'est impossible. Donc le film est nettement moins bien que l'adaptation. Enfin le film était bien parce qu'il y avait James Woods, et donc c'était quand même bien. C'était repris par Larry Clark, et ça s'appelait Encore un jour au paradis. Et le livre s'appelle comme ça. Donc, c'est Encore un jour au paradis. Eddie Little, comme petit. Eddie le petit. Et ça, c'est l'histoire... Alors, ça se passe dans les années 70. Et c'est l'histoire d'un gamin de 14 ans qui se lie d'amitié avec une sorte de gros marlou défoncé, dealer, one again. Et ça commence comme des vacances. Et puis, évidemment, on est dans une série noire, donc ça finit mal. Et en même temps, c'est un livre qui parle beaucoup de l'adolescence. Parce que ça, c'est un truc qui, je trouve, est super mal exploité. C'est l'adolescence. Mais créer l'adolescence traitée en tant que telle, c'est-à-dire pas un livre traitant de l'adolescence pour les adolescents. Je parle pas de trucs jeunesse, mais je trouve que dans le roman noir, la figure de l'adolescent, qui est pourtant une figure en crise structurellement même, voilà, je trouve qu'on pourrait faire plus de choses avec. Donc là, t'as vraiment ce gamin de 15 ans qui en plus tombe amoureux d'une fille qui doit en avoir 18. Donc c'est le rêve de tous les garçons quand on était jeunes. Et donc non, c'est vraiment un super livre, et tout ça sur une ambiance un peu voilà, années 70, rock and roll, funk, et puis voilà. Donc c'est vraiment bien. Je sais pas si c'est les plus grands livres, mais en tout cas tu passeras vraiment un bon moment de lecture. Bien, merci beaucoup. Mais de rien. Benoît, allume ton micro. Ouais, t'inquiète, pas de souci. Ouais, bonsoir Aurélien. Bonsoir Aurélien.
Justement, moi, je rebondis un petit peu sur la toute première question d'Eva par rapport à tes auteurs dont tu te sens proche. Et moi, je t'avais rencontré à l'époque avec DOA Ouais. sur Merpoctou, et on s'était vu à Lyon. Enfin, c'était vraiment très sympa. Je suis bordelais à la base, donc forcément, Karel, je le connais bien et je suis ravi d'entendre ça. Donc forcément, ben, ça me fait rebondir. Et à Kandoa, quoi. Non, DOA, non. Ça, voilà. DOA, ça sera pas. Non, c'est pas le. C'est plus tard. Ouais, pas de souci. C'est pas dans l'horizon. C'est pas à l'horizon. Et une deuxième question, on va dire qui a plus trait à la fois à l'actualité et au milieu littéraire que tu disruptes, on va dire, hein, parce que tu es quand même celui qui bouleverse et qui bat un petit peu rebat un peu les cartes, et ça, c'est vrai que c'était vraiment top de ce côté-là. Tu me fais penser aussi par moment, alors pardon si la comparaison n'est pas du tout bonne, à Claro, qui a son putain de franc-parler. Et j'aurais bien aimé avoir ton avis en tant qu'éditeur, même si ça a strictement rien à voir avec le polar, on est d'accord, sur sa dernière sortie, on va dire, si vous n'êtes pas au courant, il a demandé au prix Renaudot de sortir son bouquin. Alors, c'est quoi le problème, le machin? En fait, je suis au courant de rien, moi. En fait. Non, mais il a écrit au Renaudot. Il était dans la liste du Renaudot, en fait. Ouais. Et il a écrit au Renaudot en leur expliquant que dans ces moments-là, le ridicule, enfin, il avait aucune envie de jouer le ridicule, quoi. Donc, de venir le sortir. En ces temps, en fait, où la question du masque est sur toutes les lèvres, à défaut du masque lui-même. Oui, mais les prix, c'est quoi? C'est en septembre? C'est maintenant? Ouais, je n'ai aucune envie de participer à quelque mascarade que ce soit, même patronné par des écrivains aussi talentueux et prestigieux que le sont, pour ne citer que messieurs Beck, Bédard, Guidici et Besson. Je vous demande donc de bien vouloir retirer au plus vite moyen de la sélection. Les honneurs des honneurs, a dit Flaubert, le ridicule aussi, ajouterai-je. Vous voyez, en littérature aussi, certains gestes barrières sont nécessaires. Cordialement, Claro. Quelque chose me dit que ouais, mais moi, franchement, Aurélien Masson aurait pu faire la même chose. Non. Parce que moi, je suis, comment dire, alors attends, il va falloir que je sois politiquement correct. Mais moi, je suis pas dans la République des lettres. Non, justement, on est non, mais tu vois, c'est-à-dire que je suis pas dans la République des lettres. Moi, je suis pas comme Caro, il est bien dedans. Voilà, hein, c'est pote d'Hénard, c'est pote de machin. Enfin bon, il nage là-dedans. Et donc, il peut en penser ce qu'il veut. Bon, bref, j'ai peu d'avis, moi, sur le monde littéraire. C'est-à-dire que moi, j'ai fait du roman noir, justement, pour ne pas côtoyer ce monde. C'est-à-dire que ce monde-là ne m'intéresse pas. Mais il m'intéresse pas ni pour ni contre et tout. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te parlais de rencontres. Et ben moi, les mecs avec qui je me marre, c'est les polars 2. Parce que les polars 2, enfin, les mecs qui font du noir et tout ça, ils ont souvent une littérature très dure, un peu, alors certains disent déprimant, insoutenable ou ce qu'on veut. Mais c'est qu'en fait, à la pratique, on s'aperçoit que c'est surtout des gens très joyeux, très optimistes, très gais, des grands cœurs, et qui sont juste malades du spectacle de ce monde qui marche sur la tête. Et donc, c'est en ça que le roman noir, c'est une littérature de la communauté. Ouais, c'est la littérature de la vie, surtout. Voilà, on est entre de la vraie vie, voilà. Entre guillemets, quoi. Et on sait qu'on y est, nous. Ouais, voilà. Donc, t'écris avec le cœur, t'écris pas pour le portefeuille, quoi. Oui, ou même pour les prix. C'est-à-dire que, parce que le portefeuille, pourquoi pas. Moi, je suis un peu punk, hein, donc s'il y a moyen de faire un hold-up, je le fais. Mais c'est plus la reconnaissance. C'est-à-dire que c'est les postures de je suis un rebelle à l'intérieur d'un monde dans lequel je vis. Je suis content d'être le rebelle. Moi, c'est pas du tout mon problème. Mon problème, c'est de sortir des livres. Justement, on a cru à un moment, on disait ouais, ça joue rebelle. Mais moi, je suis pas du tout rebelle. C'est juste qu'en fait, je m'en fous. Le seul truc qui m'intéresse, c'est mes livres, que les livres ils soient au mieux de ce qu'on a pu faire. Hein. Je fais pas que des chefs-d'œuvre, loin de là. Mais en tout cas, on y a beaucoup bossé. Que mes auteurs soient heureux et que mon patron, il gagne suffisamment de fric pour me faire mon salaire. Et comme ça, j'achète des skates à mon fils. Donc, c'est la seule chose qui m'intéresse profondément. Après, la reconnaissance du milieu, tous ces trucs-là, ça me fatigue. Et quand j'étais chez Gallimard, j'ai publié des livres dans la blanche, notamment le recueil de nouvelles de Raphaël qui a reçu le Goncourt. Je l'ai édité. Donc, j'ai édité des livres dans la blanche. Et à chaque fois que j'ai édité dans la blanche,
je me retrouvais avec des auteurs et je vois qui avaient des problématiques qui étaient différentes. Et bizarrement, les auteurs de blanc sont beaucoup plus sinistres que les auteurs de romans noirs. Ils sont beaucoup plus fermés sur eux. Ils se posent des questions sur la postérité. Moi, quand je serai mort, je serai mort. Donc, je serai bouffé par les vers. Et donc, savoir ce qui se passe, à la rigueur, très bien, mais je m'en fiche. Et ça, cette problématique de la postérité, c'est quelque chose que j'ai vu uniquement chez des auteurs de blanche. J'ai jamais vu un polar 2 me dire mais est-ce qu'on me lira après ma mort, alors que j'ai entendu plein d'auteurs de blanc et je dirais pas les noms parce que même des jeunes quoi. Et donc on n'est pas dans cette problématique là et c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que je fais du noir. C'est-à-dire que je dois vous avouer que dans le noir c'est un monde extrêmement vaste et le thriller pur et dur qui a tué le docteur Moutarde et compagnie, c'est pas obligatoirement ma came. Mais je préfère évoluer dans ce monde que évoluer dans le monde de la blanche où il y a que quelques livres qui correspondent aussi à ma sensibilité. Et il y a aussi un océan de choses qui m'indiffèrent et qui, là, pour le coup, je trouve beaucoup moins rigolote. Je trouve ça rigolo, les polars. Et même un polar commercial, quand je lis City of Windows de Robert Poby, je me marre, je prends un bon moment et il n'y a pas de mal à se faire du bien, quoi. C'est-à-dire que j'aime bouffer de la vraie viande bio et puis j'aime me faire un kebab dégueulasse à 3 heures du matin dans une ruelle. Tout est bon dans le cochon et encore une fois, c'est la diversité de la vie qui lui donne sa valeur. Ouais, attention, je vais finir en Christian Jacques. Hein. Ah, non, pas Christian Jacques, Christophe André, ou je sais pas quoi, là. Enfin, bref, le self-help et compagnie. Mais bon, bref. Vivons l'instant présent, faisons-nous plaisir et vivons, quoi. Point. Voilà, exactement. Stéphanie ? C'est déjà un vaste programme. Oui, moi, j'avais une question aussi. Aurélien, bonsoir. Bonsoir. Mais en fait, tu as déjà plus ou moins répondu. Je me demandais avant la rencontre quelle était en fait la vision du monde d'un éditeur de polar. C'est-à-dire qu'avec des a priori ou des préjugés, on pourrait se dire c'est quelqu'un qui a une vision très noire de la société et qui essaye de décrypter la société à travers le regard des auteurs sur le monde. Et c'est pas forcément le cas en fait, d'après ce que j'ai compris là ce soir. Donc je me demandais si c'était la vision. C'est-à-dire que bon, ça faudrait me côtoyer, mais c'est-à-dire que moi je viens de Harakiri. Je suis un enfant du professeur Choron, c'est-à-dire que quand j'étais gamin, il traînait pas très loin de. Je le voyais tout petit, j'étais mais quel est cet homme qui se balade avec son verre de champagne et sa bite à l'air. Et j'étais je veux putain, je veux être ça. Quoi. En plus appris que ce mec était un intellectuel. Mais donc résultat, parfois je suis désespéré. Mon fond. Attendez, voilà. Mon fond est très très sombre. Mais vu qu'on est cerné par le noir partout, par la mort, à un moment, il faut déconner et il faut rire. Donc c'est toujours ce mélange des deux. Les gens que je trouve tout le temps tristes, ils me désespèrent, et les gens que je trouve toujours joyeux, je me dis mais ils sont cons ou quoi. Donc c'est voilà. Comme les saisons, c'est j'aime les humeurs comme des ciels d'Écosse. Faut que ça change toutes les 10 minutes. Et donc, les auteurs de polar sont à la fois des personnes très joyeuses, mais tout d'un coup, au détour d'une bière, on peut se lancer sur un sujet et là partir dans des conversations qui peuvent être très dures, très noires. Enfin bref, voilà. Mais on n'est pas des désespérants. On est parfois désespérés, mais pas désespérants. Enfin, j'espère. Mais il faut quand même une certaine acuité sur le monde, enfin sur la société pour éditer du polar, je pense. Non alors il y a deux aspects moi qui m'intéressent dans le polar. Il y a l'aspect social là, dont je vous ai parlé, qui est celui qui est le plus français entre guillemets. C'est vraiment notre tradition. Et puis ensuite il y a une autre veine qui est la mienne, mais que je fais très peu parce que ça, voilà, c'est pas obligatoirement commercial. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que produit cette société moderne dans notre psyché à nous, c'est-à-dire en dehors de la société, des classes sociales et des milieux professionnels et tout ça. Qu'est-ce que ça nous fait à nous? Comment est-ce qu'on aime aujourd'hui? Comment est-ce qu'on s'évade? Pourquoi est-ce qu'on se drogue? Pourquoi la compulsion? Pourquoi l'addiction? Pourquoi toutes ces choses-là? Je trouve que le roman noir est un prisme d'accroche très très intéressant. Et là, on n'est plus dans la grande société entre guillemets, mais on est dans la société en moi, c'est-à-dire
dans mon ventre, j'ai cette société. Et donc ça, c'est des livres comme par exemple les livres dont je parlais tout à l'heure de Sylvain Camissier, Requiem pour Miranda. Ce que j'avais adoré dans ce livre, donc j'ai quand même eu droit à Télérama qui a dit mais on se demande pourquoi est-ce qu'on écrit des livres comme ça. Donc c'est gagné, c'est-à-dire que si on rejette l'existence même d'un livre, ça veut dire que c'est bon, le pari est gagné. Et donc ce livre vous décrit en 100 pages toute petite une fille qui se fait prendre en otage et qui se fait violer et tuer par 2 mecs. Donc première partie c'est elle et deuxième partie c'est les 2 mecs. Et ça fait douloureusement penser aux Funny Games de Michael Haneke. Donc là, encore une fois, on n'est pas dans du rigolo. Mais comment dire, quand on va au bout de ce cauchemar, on s'aperçoit que les serial killers eux-mêmes sont les plus misérables, désespérés des personnages. C'est-à-dire, c'était l'histoire de faire de ces gens-là qu'on a tendance à mythifier, montrer ce qu'ils sont, quoi. Des pauvres compulsionnels qui peuvent pas médiatiser leurs désirs, qui veulent quelque chose, qu'ils le prennent, et qui sont toujours insatisfaits. Et donc, ça sera toujours, pour reprendre un peu l'image de Sisyphe, quoi. Donc, faire comme ça des va-et-vient entre des discours un peu politiques et sociaux, et puis des discours plus psychologiques et intimes, c'est ça que j'aime bien aussi dans une collecte. C'est que tout ça cohabite ensemble. En quelques mots. Elle Oui, bonsoir. Moi, j'avais une petite question plutôt sur ton rapport. Ça, c'est du paysage. Mon Dieu, c'est où? C'est à Nice. Ah bah ouais, total classe. Donc, voilà, je fais profiter du paysage en même temps. Ma question, c'était plutôt sur ton rapport au livre en tant qu'objet. Est-ce que tu as moi, je sais que je suis très sensible à l'odeur du papier, à la qualité de papier. Est-ce que tu apportes une attention à ce sujet-là ou c'est... Alors, je vais avouer, si vous regardez les nouveaux Equinox, c'est-à-dire ceux qui sont sortis à partir de janvier, avec ces couvertures en couleur, le papier est crème. Avant, les 2 premières années, le papier était blanc. Et je m'en étais pas aperçu parce que pour moi, un livre, alors je vais vous dire un truc, c'est complètement horrible, mais pour moi, un livre, c'est un cadavre. C'est-à-dire qu'il a plus d'intérêt pour moi. Je le lis jamais, le livre. C'est un objet qui est fait. Et après, il va vivre sa vie et moi, je passe à un autre manuscrit. Donc, je fais en sorte que les livres soient beaux, c'est-à-dire les couvertures, mais c'est vrai que de temps en temps, je suis un peu abstrait. Et quand on met le nez dedans, et c'est en ça que la collection, elle progresse. Et là, je trouve que telle qu'elle est, le papier, il est dément, il est super glissant. Enfin, après, moi, je suis très tactile et sensuel. Hein. J'aime que les livres soient beaux, mais je dois avouer qu'avec le temps, alors ça me renvoie il y a 5 ans, j'ai eu une sorte de divorce un peu désastreux et tout. J'avais des millions de livres, et puis je me suis retrouvé à vivre dans une boîte d'allumettes. Donc tous mes livres, j'ai dû les foutre à droite, à gauche, à la campagne, s'éparpiller. Et je me suis dit, mais vanité, tout n'est que vanité. Et voilà, c'est-à-dire que maintenant j'ai un rapport un peu plus relax aux livres, c'est-à-dire je les achète, je les prends, je les donne, je les offre, je les fais comme on parlait de juin, je les fais tourner et je suis moins dans mon petit objet à moi. Mais par contre, je suis un peu ça en BD. Je connaissais pas la BD, j'ai découvert la BD il y a 3 ans, donc là je suis un petit peu, je les donne pas celles-là, mais parce que ça coûte une blinde. Mais sinon les livres, je suis pour que ça tourne et par contre évidemment que je fantasme les livres, hein, parce que là, j'en parle comme. Mais le premier truc qu'on m'a dit, j'ai dit moi, si vous me permettez de faire une collecte, moi, je veux un logo, quoi. Je suis gamin, je vis sur les logos, quoi. Les Fiction et compagnie, c'est cette petite pastille, cette petite gravure de William Blake. Les éditions du Sagittaire, il y avait un logo. Il me fallait un logo, quoi. Donc, je suis très très sensible à cet imaginaire du livre, mais il me renvoie plus. Comme je vous disais, j'ai plus l'occasion maintenant d'acheter des livres. J'ai tellement de livres à lire que tout ce dont je parle, c'est un peu mes souvenirs d'enfance. C'est-à-dire que c'est mes Fictions et compagnie, Chute libre, Chant libre, voilà, des collections un peu mythiques. Mais voilà. Mais je suis dans l'absolu, je suis pour ne pas avoir trop de respect pour les objets d'art. Même, c'est pour ça que j'aimais bien les pissotières de Duchamp et tout ça. Quand le mec a pété la pissotière de Duchamp à coup de marteau et tout le monde était là, je trouvais ça assez drôle. Enfin, je suis pas, voilà, on n'est pas là assez longtemps pour s'accrocher à trop de choses. Merci. Sandra, oui, vas-y. Oui, pardon, je n'avais pas entendu, Anthony. Oui, Aurélien, est-ce que tu peux nous expliquer comment Caril Ferré arrive chez Equinox? Ah, mais c'est comment dire,
Parce qu'il y en aura d'autres qui vont venir, hein, mais moi, ma vie, elle est pas là. Enfin, c'est pas, le but, c'est pas de faire des transferts ou des machins. Donc, comment ça se passe? Ça se passe tout simplement que je suis pas un propriétaire vaché, quoi. C'est-à-dire que les auteurs, c'est pas des vaches que j'aurais marqué avec un fer et série noire, Equinox, machin bidule. Les auteurs, ils sont libres. Encore plus les auteurs français. C'est pour ça aussi que j'aime bien bosser avec les Français. Un Français, on l'enchaîne pas, quoi. C'est-à-dire que s'il a envie de bosser avec moi, c'est qu'il doit y trouver quelque chose. Donc ça, c'est plutôt à lui de vous dire qu'est-ce qu'il vient chercher chez moi qu'il a peut-être pas ailleurs. Et c'est pas à moi de vous le dire, sinon déjà j'ai une réputation. Bref, mais je pense qu'il vient, il vient un peu goûter l'herbe. Et puis après, il retournera faire une série noire. Puis après, il dira, tiens, je m'en ferais bien une petite session d'herbe Equinox. Voilà. Moi, du moment que, c'est ce que j'expliquais aussi à Chenas et tout ça, que les gens, ils étaient tétanisés, quitter le paquebot Gallimard pour arriver sur une petite cigarette Equinox, je comprends que des gens aient eu des difficultés à imaginer ça. Et encore une fois, moi, ce que j'aurais dit, mais tu fais ce que tu veux. Les auteurs, parfois, ils ont l'impression que, c'est eux qui tiennent aussi quelque part le pouvoir dans les mains. Et s'ils ont envie d'éditer Ruffin, il se fait pas chier, il édite tout à tour de bras, il édite où il veut, Volodine, pareil. Donc voilà. Donc moi, ce qui est important, et c'est ce que j'ai dit par contre à Caril, ce que j'ai dit à Ingrid, ce que j'ai dit à d'autres qui vont faire des livres parfois chez Equinox, c'est que j'ai envie que ça soit, vous verrez le prochain Caril, ça se passe pas en Afrique du Sud. Il n'y a pas une histoire d'amour avec un beau ténébreux et une jeune fille et puis des problèmes familiaux. C'est totalement différent. Ça se passe en Sibérie avec des mineurs et je trouve que Caril a entre guillemets passé un cap comme il avait passé un cap avec Zulu. Et donc moi, si je peux être celui qui accompagne des livres importants pour l'auteur et qui disent ce livre-là, j'ai envie qu'on le fasse ensemble, et ben on y va. Et puis c'est tout con, c'est que je veux dire, les livres c'est aussi comme des tournées de rock, hein, où on avait envie de se refaire une tournée, quoi, se réunir, le Reunion Tour, et puis après de se faire toute une tournée à travers la France, et puis faire les débiles, rigoler, diffuser de la joie, se marrer, et justement répondre à, parce que ça on va nous poser 20 000 fois ces questions-là, de se dire mais parce qu'on a envie d'en faire un, et puis ça se trouve dans une semaine on va se casser la tête, et on va se noyer des haches, et puis dans 5 ans on se réconciliera, et puis voilà, c'est la vie. Faut que la vie soit vécue un peu comme des histoires d'amour. Et moi, je suis quelqu'un qui croit à l'éternité de l'amour. C'est-à-dire, on peut se séparer, on peut faire là. Quand il y a toujours quelque chose il y a toujours un peu de braise qui rougeoie. Et à moi d'essayer de souffler sur ces braises. Oh là là, putain, c'était un peu neuneux là, l'image de la braise, mais c'est pas grave. Vous voyez l'idée. Eva? Ouais, rebonsoir. Tout à l'heure, tu disais que tu avais plus vraiment le temps de lire, tu lisais que des manuscrits. Et ouais. Je me demandais si tu n'avais jamais eu envie d'écrire. Et comment dire? Alors j'ai écrit une nouvelle dans la NRF il y a très longtemps. C'est un truc un peu, c'est un peu Cronenberg. C'est un peu sale. Et vu que ça parlait de cul et tout ça, j'ai pas eu un soutien de la personne à qui j'avais adressé le texte. Il avait un peu dérangé par le truc et bref, et moi je suis pas du tout confiant. Donc en fait, je suis avec mes auteurs comme on n'a pas été avec moi à un moment peut-être psychanalytiquement. Et moi je serais là, putain, moi je laisserai jamais quelqu'un comme ça, le bec dans l'eau, dans l'indécision. Donc ensuite, je me suis dit. Comment dire, je suis un peu un flemmard, c'est-à-dire que j'arrivais pas à aller jusqu'au bout de l'idée, et puis tout d'un coup, l'édition est arrivée, et ça me venait tellement naturellement que je me suis dit prends ce cheval et puis on verra après. Et l'écriture, je crois que, alors c'est un peu triste à dire, mais je me confronterai à ça quand il m'arrivera une merde. C'est-à-dire qu'à un moment, je sais que, alors quand je dis ça, c'est pas noir et triste, hein, mais je sais qu'à un moment tout se paye dans la vie. Et je me suis bien marré dans la vie et je sais qu'à un moment, il faudra que je règle une addition et que la vie, elle va changer. Et quand tout changera, quand j'aurai un peu de repos, quand je serai moins à vouloir payer des salaires, des trucs, m'occuper de mon enfant et tout, là, j'écrirai. Mais il faut vraiment que ça soit
dans longtemps, et puis surtout, ça sera pas sous mon nom. Personne ne le saura. Parce que je suis trop parano, donc après je dirais, ah oui, il m'édite parce qu'il peut, enfin bref. Donc, j'enverrai ça, et je rêve, parce que c'est super, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire pour moi, à mes yeux, c'est de faire de la littérature, alors quand on dit de la littérature érotique, ça, on dirait qu'on parle de la musardine ou de trucs. Je parle pas du tout de ça. Je parle comme, par exemple, quand vous regardez Faux semblants de Cronenberg, c'est ultra érotique et c'est pas du tout érotique. C'est juste des livres, voilà, de chair, des trucs. Et c'est super dur à écrire. Donc, à chaque fois que j'essaie d'écrire ça, je trouve ça pathétique. Et je me dis, je vais aller me venger, je prends un manuscrit, j'annote le manuscrit, on me dit, il y a trop de virgules et tout ça. Mais donc voilà. Donc, c'est pour plus tard. Et en tout cas, ça ne me pose aucun problème. Je fais pas partie de ces éditeurs. Ah oui, c'est aussi ça, j'ai oublié, pardon. Excuse-moi, j'ai l'esprit d'escalier. C'est que j'avais Rénal, lui, c'était un auteur aussi. Donc, celui qui m'a formé à la série noire. Et je me souviens très bien d'un jour, j'avais lu un livre de Bernard Mathieu, qui se passait au Brésil. Et j'avais trouvé le livre, il était énorme, il faisait 600 pages, Carmelita. Et donc, je lis ce livre qui se passe dans les favelas, et je trouve ça encore mieux que La Cité de Dieu, qui est écrit par un Brésilien. Donc, je vais voir Rénal, et c'est un vendredi, et je lui dis, putain, faut que tu lises ça, là, tu vas voir, c'est un truc de dingue. Il le prend, et il revient le lundi, l'air désespéré, en traînant les pieds, le manuscrit dans les mains, et en disant, oh là là, je dis, quoi, ça t'a pas plu? Il me dit, si, c'est fabuleux, il n'y a rien à dire, c'est superbement écrit. Et ça a éveillé chez lui un peu d'amertume, parce que, genre, moi, je serais jamais capable de faire ce que ce mec fait. Moi, j'ai pas du tout, et donc moi, quand je voyais ça, je me suis promis de ne jamais être en position, entre guillemets, de concurrence, de ne pas sortir des livres en même temps que j'édite des livres, et donc aussi pour aller au bout de l'idée, de ne pas les faire sous mon nom. Enfin, ça serait. Ça n'a pas étouffé ton envie, en fait. Quoi, pardon? Non, parce que je me disais, peut-être le fait d'éditer d'autres personnes, ça pouvait, comme l'anecdote que tu racontais. Ah non, ça m'assèche. En fait, son propre désir. Ça a plutôt tendance à m'assécher. Parce que je passe mes journées et, par exemple, alors attends, fermer, mode d'économie d'énergie, hop, parce que là, voilà, je comprends rien à ces trucs. Excusez-moi, je sais pas si je charge ou pas. Ouais, ça y est, je charge, c'est bon. Oui, non, c'est qu'en fait, moi, je m'assère beaucoup. Et donc, en fait, là, par exemple, il y a un point sur le truc de Caril, là, qui déjà en train de me gratter un peu la tête, et je sais que ce soir, quand je vais me mettre au lit, je vais penser à ça. Et je vais pas penser à créer des trucs. Je vais penser à des sujets. Enfin, je vis avec ces livres-là dans ma tête, quoi. Donc, j'ai du mal à couper. Voilà. Anna? On va couper là. Salut. Bonsoir. Alors, j'ai pas de micro. Anna, il faut que tu ouvres ton micro. Voilà, c'est bon. Yes, c'est mieux. Pas de nouvelle, je galère. Déjà, bonsoir, du coup. J'aime beaucoup ta façon de voir les choses, de voir la vie. Je connais pas trop le milieu, mais je trouve ça très intéressant. Et je voulais savoir si tu avais un maître à penser dans la littérature. Est-ce qu'il y a un livre ou une philosophie de vie qui t'a fait te dire je vais un peu mener ma barque comme ça, ou est-ce que juste, voilà, la vie a fait que tu as fait ces… non. Alors, moi, c'est plus, comment dire, les gens qui m'ont fait rêver et qui m'ont fait dire que je ne ferais pas un métier normal, enfin, que je vivrais pas ma vie, je sais pas, comme dans le début de Trainspotting, là, où il dit Choose Life, j'ai une petite dérangée maintenant. Ça m'est venu par la musique, en fait. Moi, mes maîtres à penser, c'est Iggy Pop, maître à penser absolu. Quelqu'un qu'on prend pour un idiot, mais qui a une intelligence profonde. Mon fils s'appelle Iggy, d'ailleurs. Et donc, pour moi, Iggy Pop, c'est donc un mec comme Iggy Pop, un mec comme Lemmy de Motorhead, qui a l'air d'être un gros… pas du tout. J'adore ces gens-là. Yes, c'est bon? Ouais, c'est bon. We got the sound. Oui, donc voilà. Donc, je disais que c'était plus ces gens-là qui m'ont fait rêver. Et sinon, quand j'étais gamin, j'ai beaucoup aimé Bukowski quand j'étais gamin, mais pas du tout comme une sorte de modèle à penser, mais plutôt de me dire c'est cool de se laisser aller. C'est-à-dire j'aimais bien les écrivains qui étaient un peu des rockstars, mais voilà.
Mais encore une fois, pas trop non plus de mettre à penser. C'est-à-dire tous ces gens que j'ai bien aimés là, quand je citais Iggy Pop, Lemmy et puis les Ramones, c'est que c'est des gens qui n'ont jamais eu de grands succès et qui sont en même temps très très importants dans leur milieu, dans l'histoire de la musique. Et ça, j'aime ça. Par exemple, je publie un auteur qui s'appelle Antoine Chénas. Bon, il n'a pas énormément de succès et je sais que c'est quelqu'un de grand. Je le sais au fond de moi. Je sais qu'un jour, un truc se passera. Tout à l'heure, je vous disais, je me moque de la postérité, mais là, c'est pas ça. Mais je sais qu'à un moment, bah, ça se fera. Moi, quand j'étais gamin, les moyens de découvrir des livres, bah, c'était souvent de lire c'était souvent de lire des interviews par exemple, je vous conseille de lire des interviews de David Bowie, qui est quelqu'un de non seulement d'intelligent et de délicieux, mais qui en plus vous citait plein d'artistes, de ce qu'il avait découvert, de ce qu'il avait lu, et donc il passait le témoin, quoi. Kurt Cobain de Nirvana était comme ça. Vous lisiez un article un interview de Kurt Cobain, vous aviez 20 000 groupes à écouter, 20 000. Donc j'aime les gens comme ça. Et je me dis qu'un jour, bah, qui sait, peut-être dire ah moi j'ai adoré tel livre de Chénas. Et les gens disent ah mais tiens, c'est-à-dire que je crois au hasard, aux accidents. C'est-à-dire je suis pas sûr que ça se passe. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Mais c'est possible que ça se fasse aussi. Et ce qui est important, c'est que tout soit fait avec honnêteté. Donc voilà, mais pourquoi aussi j'aime ces mecs-là, les Iggy Pop, les Lemmy, les machins, c'est que c'est des mecs qui se sont tués, quoi. Lemmy, il est mort d'ailleurs. Iggy Pop, il va pas tarder. Hein. Tous ces gens-là se sont tués pour nous, pour nous montrer qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Vraiment. Alors chacun à sa manière. Chacun, on a tous des cadres et des limites. Mais quand même, quoi, on pourrait beaucoup plus se marrer qu'on ne le fait, je pense. Et dans tout, hein, même parce que maintenant, moi, je suis célibataire et tout. Et parfois, je regarde les couples et tout, et je me dis, putain, les gars, vous savez pas ce que vous avez dans la main, là. Et voilà, voilà, amusez-vous, soyez ambitieux. Et même chose dans la littérature, même, tout est pareil, quoi. Il y a pas de mur entre la vie, le cœur, les livres. Du coup, les personnes qui t'ont inspiré, c'était plutôt c'est les musiciens qui t'ont inspiré plutôt que les auteurs, du coup, alors. Carrément. Ouais. À part, mais j'ai kiffé William Burroughs. William Burroughs, c'était une allure démente. Et puis William Burroughs, il a fait un disque avec Kurt Cobain qui s'appelle They Called Him the Priest ou un truc comme ça. Enfin bon, donc c'était aussi une figure un peu Burroughs. Il était un peu rockstar, quoi. C'est-à-dire c'était un pote de Patti Smith, c'était un pote, enfin de tout ce monde des années 70 où j'aimais bien, c'est que tout ça. Tout cohabitait un peu, hein. C'est-à-dire on retrouvait à la même table un peintre, un écrivain, un cinéaste, et puis David Bowie au milieu qui fait tout. Et puis voilà. Et j'aimais aussi beaucoup Lou Reed qui est aussi quelqu'un d'assez littéraire dans ses textes. Voilà, c'est un peu ces gens-là qui m'ont fait rêver et qui m'ont fait dire, pour reprendre Renaud, mais le vrai Renaud. Avant qu'il devienne fou, société, tu m'auras pas, quoi. C'est comment trouver Moi, j'étais extrêmement angoissé quand j'avais 20-25 ans sur à la fois comment participer à cette société, parce qu'on est obligé de le faire, et comment ne pas se trahir et pas trahir. Ça aussi, c'est un conseil, quoi, ne pas trahir l'adolescent qui est en vous. Je pense que voilà, vraiment entre 15 et 25 ans se passent des choses essentielles pour chaque individu et que faut pas l'oublier et il faut pas essayer de recouvrir ça par l'expérience de la vie. Il faut au contraire se jeter dans la vie à corps perdu, quoi. Du coup, pour toi, le polar, c'est un peu aussi la façon de garder ton identité tout en te faisant plaisir, quoi, en kiffant un peu ta vie, quoi. Totalement. Et puis surtout, c'est ce qui me permet ça sonne sérieux et tout, mais je suis d'extraction protestante. C'est ce qui me permet de me regarder devant une glace, quoi. Mais tout simplement devant une glace. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ces mecs un peu cons qui se sont engueulés à vie avec des potes à 20 ans parce qu'ils ont choisi de faire HEC, quoi. Ou de faire HEC ou des écoles de commerce, quoi. Et qui vendent maintenant n'importe quoi et qui gagnent 1 000 € par mois. Et j'ai un peu un côté vieux con parfois. Faut être en accord avec soi-même, quoi. Donc j'essaye de l'être au maximum, ce qui m'empêche pas de faire des conneries et tout ça. Enfin, je disais que j'avais une vie un peu chaotique, donc j'ai mon lot de conneries, hein. Mais j'essaye de rester un peu droit dans un monde tordu. Et le polar, c'est ça. Et c'est pour ça que je pense que le polar, les gens qui aiment vraiment le polar, ils aiment ça.
C'est que le polar, c'est vraiment ça. C'est des gens qui essayent de rester droit dans un monde tordu de partout. Et on leur dit à tous, oui, t'es tordu, t'es tordu. Non, non, je suis pas tordu, putain, c'est le monde qui est tordu. Et donc, quand tout d'un coup, on a ce sentiment-là, moi, j'étais un adolescent Calimero, hein, je regardais mes pieds, je parlais pas aux filles, hein, et ben, quand je découvrais des livres qui me parlaient de cette difficulté à être au monde, putain, je me sentais moins seul et je me disais, ah, ben, voilà, voilà. Et plus on a conscience qu'on est des animaux et qu'on vit et fait tous les mêmes choses, qu'on a tous les mêmes sentiments, ben, plus ça doit être libératoire et nous pousser à faire vraiment ce qu'on veut. Vraiment. Mais moi, j'ai adoré, par exemple, ce confinement. C'est-à-dire que j'étais triste que mon fils était avec sa mère et sa nouvelle famille, enfin tout ça dans une grande maison de campagne. Moi, j'étais dans mon petit appart parisien tout seul. Donc, au début, ça a été un peu triste. Et puis après, mais je me suis dit, mais putain, mais en fait, mon gars, parce qu'au début, tout était fermé. Puis après, j'ai trouvé des moyens de m'approvisionner, de vivre ma vie, bref. Et je me suis dit, mais en fait, ma vie, c'est une vie de confiné, de manière générale. Bon, alors, je préfère quand il y a les bars, mais ma vie est un peu une vie de confiné. C'est-à-dire, je vois des gens, je travaille sur des livres, je rêve beaucoup, je pense beaucoup, je suis beaucoup allongé sur un lit à regarder le plafond. Et donc voilà, le confinement, c'était un peu ça poussé à l'extrême, mais je m'en referais bien un coup. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de difficultés économiques et que je voyais pas le monde s'effondrer, et des gens à moi perdre leur argent ou leur emploi, trucs comme ça, mais dans l'absolu, si on pouvait décréter que 2 mois par an, rien, je trouverais ça pas mal. Je trouverais ça assez intéressant. Et puis on ferait plein de dettes et tout. Enfin, moi, je suis assez, je m'en fous. Il y a un truc, vogue la galère, c'est-à-dire et que vogue la galère. Mais j'aime bien. Moi, par exemple, si j'avais été sur le Titanic, j'aurais été le mec on m'aurait trouvé au bar, c'est-à-dire au bar, en train de, allez, un dernier coup, une dernière musique et dansons, quoi, dansons. Voilà. Merci pour ta réponse. Donc, du coup, Aurélien, tu avais un super programme prévu. Salut. Je la connais bien. Mais oui, on connaît bien. Yeah. Tu avais un super programme pour 2020. Il y avait plein de bouquins que moi j'attendais. Super pour 2021. Et j'espère que tu viendras nous présenter à Aéroville. Ouais, c'est toujours le bienvenu, de toute façon. Du coup, avec le confinement, je suppose que tu as dû décaler des sorties. Comment ça se passe pour ton programme 2020 ? Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois ? C'est quoi les… Alors, ce qui vous attend. Alors là, vous attend en juin. C'est bien, putain. Moi, j'étais parti sur mes trucs, philosophie de la vie à 2 balles et tout. Là c'est un truc c'est du concret. Ouais. Allez, bac dans les bacs. Alors là, on va sortir en juin un livre qui s'appelle Marseille 73 de Dominique Manotti, que je vous conseille activement, qui est vraiment, alors, ce qui se passe, comme son titre l'indique, à Marseille en 73. Et donc, on suit l'inspecteur Daquin. Je sais pas si vous avez lu Manotti, mais on avait déjà fait un livre avec lui dans cette période à Marseille dans les années 70 qui s'appelait Or Noir. Et ça, c'est la suite. En fait. Et elle prend un fait divers, c'est-à-dire que c'est l'assassinat d'un Maghrébin suite à, disons qu'il y a eu un accident, un contrôleur j'allais dire la RATP, mais c'est pas la RATP à Marseille, mais enfin se fait tuer par un Maghrébin, mais on s'aperçoit que ce Maghrébin est complètement déficient mentalement et qu'il va finir en HP. Mais lors de l'inhumation, il y a une sorte de marche commémorative en l'honneur de ce mec mort, et ça finit en ratonnade. Et lors de cette ratonnade, il y a un jeune Maghrébin de 16 ans qui va être tué, et Daquin va faire cette enquête, et ça va vous plonger dans une France mais qui est tellement actuelle, c'est-à-dire qu'en 73, il y a genre 60 Arabes qui se font tuer en France, à travers le territoire. Donc, vu que c'est traité en fait divers, c'est que des petites brèves, on a retrouvé un corps, mais vous verrez d'où on vient et que le climat dans lequel on est ne sort pas de nulle part. C'est vraiment elroyien, c'est vachement bien. Donc vraiment, c'est un de ses meilleurs. Ensuite, on va sortir un super thriller australien, qui se passe en Australie, écrit par une Écossaise, qui s'appelle The Cry. Et c'est de la balle. Donc, ça a été adapté par une série par la BBC. Et alors ça, je peux pas vous en parler. C'est un thriller de couple. C'est-à-dire que c'est un jeune couple qui perd son nouveau-né. Et ça paraît très glauque, mais c'est accrocheur au possible. Parce qu'au début du livre, la narratrice, qui est la mère de l'enfant disparu, est en procès. Donc on se dit, mais elle n'est pas en procès à cause de cette histoire d'enfant. Tout ça va être beaucoup plus compliqué. Et ça se passe en Australie, qui est très très peu décrit. Moi en tout cas, j'ai peu fait dire qu'il se passe en Australie. Donc vraiment, j'ai bien aimé. Donc ça s'appelle The Cry. Donc ça, c'est les livres du mois de juin. Et ensuite, à l'automne,
on va faire que 2 livres, parce qu'on va pas être salaud avec les libraires, on va pas trop les arroser. Enfin, il y a trop de livres en suspens à droite à gauche. Donc, on va faire le livre de Thomas Sands, qui s'appelle L'un des tiens, qui est un livre sublime. Il avait fait un feu dans la plaine. Donc, ce livre qui s'appelle L'un des tiens, vous verrez, c'est très drôle. On devait le sortir en février de cette année. Et ça vous décrit une France dans un monde traversé par un virus, le H1 24 000, 12 000. Les gens sont reclus dans des villes avec des bastions, le bastion nord, le bastion est, le bastion ouest. On ne peut pas circuler aussi facilement que ça. Dans les campagnes, les eaux sont polluées, l'électricité, tout ça, ça commence à plus fonctionner. Les banques de données, pareil, parce qu'on peut plus mettre de l'eau pour refroidir les circuits. Tout part un peu en vrille. Les animaux, vous verrez des animaux décharnés. Et donc c'est dans ce monde complètement fantomatique qu'on va suivre la destinée d'un homme qui part à la recherche de son frère qu'il a abandonné quand lui avait 15 ans et qui le rend responsable de tous ses malheurs, et d'une jeune femme qui, elle, a perdu l'amour de sa vie lors d'une manifestation en ville après la charge violente de la police. Et ils partent dans le sud rejoindre ce frère qui serait réfugié dans une montagne parce qu'il est alpiniste. Et c'est un livre, mais la bande, c'est un livre qui vous broie le cœur, mais je vous promets que c'est un livre qui vous broie le cœur et qui vous donne envie d'aimer, qui vous donne envie de serrer le prochain dans les bras, voilà. Enfin, moi, c'est un livre qui m'a fait chialer et j'adore ce Thomas Sands. Je le trouve extrêmement radical et puis là, il est tendre. C'est-à-dire que la plus belle radicalité, quand même, finalement, c'est d'être un peu romantique, c'est de parler d'amour, c'est pas de prêcher la destruction, c'est assez facile. Donc ça, c'est L'un des tiens. Et ensuite, on va sortir alors merde, je crois que c'est Tu me manqueras demain. Et vous verrez sur le programme. Mais c'est ça, c'est un livre de Heine Bakked. C'est un thriller norvégien. Parce que c'est pas tout ça de faire le rebelle. Il faut aussi que je vende des livres. Donc je balance un bon gros thriller norvégien des familles, mais super bien, super efficace. Suivi par l'agent de Nesbo qui m'a dit tiens, il me connaît parce qu'il sait que Nesbo, on l'avait fait ensemble. Enfin bref, il pouvait pas l'enlever de chez Gallimard. Il m'a dit mais quand j'aurai un truc bien, je te l'envoie. Et il m'envoie ce truc. Et donc le héros s'appelle Thorkild. Et je trouve que Thorkild, ça tue, quoi. Donc j'ai hâte de retrouver l'amour pour faire un enfant, pour l'appeler Thorkild, qu'il soit fille ou garçon d'ailleurs. Et Thorkild Ask. Donc ce Thorkild Ask est un flic hanté par une histoire d'amour qui a foiré. Au début du livre, il sort de prison parce qu'il est pris dans une affaire de corruption. Vous verrez pourquoi. Il appartient à la police des polices. Et l'amour de sa vie est mort dans un accident de voiture. Donc on se dit qu'il est en partie responsable. Et à côté de ça, il doit mener une enquête plus classique. Et vous allez découvrir un personnage que je trouve quand même hyper attachant. Alors c'est plein de pathos, mais dans le bon sens du terme. Et puis dans le ton, c'est un petit peu... ça se passe sur une île, dans un vieux phare abandonné. Il part à la recherche d'une personne qui a disparu. Donc il y a des côtés un peu gothiques comme ça, un peu comme le traitement qu'en avait fait Scorsese du livre Shutter Island. On a un peu ce côté-là. Donc ça, c'est les sorties. Et puis alors après, l'année prochaine, j'ai plein de trucs qui tabassent. C'est-à-dire que j'ai Caril Ferré, il y a Robert Poby qui revient. J'ai fini le deuxième, il est 1000 fois mieux que le premier. C'est-à-dire que c'est un serial bomber qui agit dans New York. Et la première bombe, c'est dans le musée Guggenheim, ce musée en forme de spirale. Et c'est une bombe thermobarique. Donc, c'est que les corps qui flambent et le reste est intact. Donc, on est dans cette sorte de musée mythique, iconique de New York, qui est noir de suie et de matière décomposée. Et l'enquêteur, là, Lucas Page, qui est donc cet enquêteur atteint d'un syndrome d'Asperger, se lance dans l'enquête et il va trouver la solution. Parce qu'on est dans un thriller. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les trucs à venir. Enfin bon, je ne vais pas vous parler de 2021, mais il y a plein de choses dans mes bottes. Marie-Mé Paris-Mé Non. Marie-Mé. Ah, pardon. Pardon. Bonjour. Bonjour, ça a l'air grave alléchant en tout cas. Donc merci beaucoup et merci de manière générale pour tout ce partage. Je crois que je bois encore plus tes paroles, que je suis totalement néophyte en ce qui concerne les maisons d'édition. Enfin, je découvre tous les jours ce monde que je connaissais pas du tout. D'où ma question, qui est assez liée. Si tu avais un peu une baguette magique, de quel travail aimerais-tu que les lecteurs se rendent compte, plutôt autour de la maison d'édition,
Tu vois, alors, je vais reprendre. Si jamais je perds mon idée, c'est rien. C'est-à-dire que Céline, parce que j'ai eu aussi, ah oui, je voulais te parler de ça. J'ai des idoles, c'est Céline et Faulkner. C'est indépassable. Et donc Céline, dans des entretiens radiophoniques, disait l'écrivain, et pour le coup, moi je suis vous connaissez l'éditeur. Le lecteur, c'est le mec qui fait une croisière et il est assis sur le pont, sur son transat. Alors, ça date des années 50, hein, toute une image de la croisière date des années 50, mais c'est le mec sur son transat avec sa petite laine et qui regarde la mer. Et le bateau, il avance tout doucement, c'est hyper serein et en même temps, il avance à mort, mais il est tellement gros qu'on ne s'aperçoit pas qu'il avance vite, mais il avance à son petit rythme. Et tout est calme, tout est sans heurts, sans difficulté. Et l'autre, il est tellement bien qu'il peut penser à regarder le paysage, prendre un martini, parler à sa voisine, son voisin, bref. Tout est… L'écrivain et l'éditeur, il est dans la soute de ce putain de bateau, avec sa petite pelle et une montagne de charbon. Il sue. Et il faut qu'il accélère la cadence parfois parce que le charbon, tout d'un coup, tout disparaît d'un coup, tant d'un coup, ça bloque. Alors il faut qu'il s'arrête. C'est le bordel absolu, continue. Et il fait ça pour que les mecs en haut s'aperçoivent de rien. Donc, moi, je veux que ça soit ça. C'est-à-dire que je veux qu'on s'aperçoive de rien. Donc, et alors, si j'étais arrogant, je dirais que… Mais ça, tu peux le faire sur toutes les collègues. Bah, sur toutes les collègues qui sont incarnées. Hein, c'est-à-dire pas les collections… sur toutes les collègues avec un éditeur. Si tu prends par exemple Fiction et compagnie de Denis Roche, si tu prends Gérard Guégan, qui est un éditeur des années 70 avec son champ libre, si tu lis tous les livres qu'ils ont publiés, tu fais une psychanalyse de qui ils sont. C'est-à-dire en creux, la collection en fait, c'est un portrait de l'éditeur en creux. En servant ses auteurs, encore une fois. Dis-moi ce que tu édites, je te dirai qui tu es. Voilà, totalement. Et pareillement, pour revenir pareil, dis-moi qui sont tes potes, dis-moi les gens vers qui tu vas, dis-moi, je te dis qui tu es. Et donc, c'est pour ça que je dis que tout est lié et c'est parfois difficile parce que les ruptures sont douloureuses, les engueulades sont fortes. Enfin, on n'est pas dans… On ne travaille pas, quoi, on vit. Ok, super, merci beaucoup. De rien. Anaë? Ouais, j'ai enlevé ma question parce que ça rejoignait pas mal ce qu'a dit Marie-Mé. Et du coup, ma question, c'était pour ma part, je vous connaissais pas du tout. Je suis ravie de tout ce que j'entends, c'est une super découverte. Et j'ai l'impression de par tout ce que vous avez dit, par exemple, vous avez parlé, le polar, c'est fait pour les gens qui n'arrivent pas à vivre dans un monde trop barbouillé. Enfin, j'ai plus les termes exacts, mais je me disais, l'édition, c'est quand même un milieu qui demande une certaine rigueur. Et on n'entend pas du tout parler de ça, et ça rejoint, c'est pour ça que je dis la question de Marie-Mé, parce que on a l'impression que c'est simple et que finalement, c'est juste une histoire de sensation, d'émotion, alors que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup plus de travail aussi et de rigueur. Alors, ouais. Alors ça, c'est… moi, je suis un peu tous les gens qui bossent avec moi, je suis un peu… C'est-à-dire que les auteurs sont très heureux de bosser avec moi, mais les gens qui bossent avec moi, c'est un peu un cauchemar. C'est-à-dire que je suis… je sais pas, j'arrive à 11h, je pars à 14h. Pas tous les jours, mais bon, ça peut. Et je suis pas du tout dans le concret. Alors après, j'ai un mec qui bosse avec moi… je lui dis, c'est même pas mon bras droit, quoi. C'est mon bras droit, mon bras gauche, c'est mon double. Et quand on fera des rencontres en librairie, si vous avez l'occasion de venir, en général, il s'appelle Damien, on est toujours ensemble. Et moi, je suis moi-même, le soutien que j'offre à mes auteurs, je peux l'offrir parce que moi, on me soutient. Donc moi, on sait que je suis un peu, entre guillemets, alors je déteste cette expression parce que au début, ça me faisait marrer, puis après, on m'a limité un peu à ça et je suis beaucoup plus compliqué. Je veux dire, je suis un peu rock'n'roll, quoi. Donc, moi, par exemple, je suis celui qui balance les textes les plus tôt. Dès que mon texte il est fini, hop, c'est fini, j'envoie ça à la fabrication. Donc là, en 2021, j'ai déjà 10 textes qui sont dans les tuyaux. Des autres éditeurs, des autres maisons, là, ils sont en train de se dire qu'est-ce que je vais faire. Moi, je suis tellement angoissé, je suis tellement nerveux que j'ai besoin de voir très très loin devant. Et comme ça, après, je suis relax et ça me permet de pas du tout être rigoureux. Donc, je suis à la fois un mélange de pas de… en fait, alors c'est passionnant, mais vous en saurez beaucoup sur ma vie privée, mais je suis… alors, non pas que j'y crois, hein, mais comme on ne croit jamais, mais on regarde toujours, je suis vierge.
comme signe astrologique. Et donc, j'ai appris qu'il y avait les vierges folles. Et donc, en fait, je fais partie des vierges folles. C'est-à-dire que je suis quand même très, très échevelé, très, très, hein. Et de temps en temps, j'ai des besoins de contrôle, d'organisation. Et puis après, c'est bon. Une fois que c'est fait, par exemple, là, j'ai un truc. Alors, on ne voit pas très bien et tout. Mais donc là, c'est mon programme. Alors, c'est illisible, hein, c'est pas grave. Mais c'est mon programme que j'écris avec mes petites mains de 2021, 2022 et 2023. Donc après, je suis tranquille. Je sais que tout est mis dans les trucs, et après, j'ai que à passer du temps, à boire des coups avec les auteurs, à travailler leurs textes, à voyager avec eux. C'est-à-dire que je fais en sorte et c'est un conseil que je vous donne à tous, c'est tout ce qui vous emmerde, essayez de le faire le moins possible, quoi. Voilà. Pas de l'éviter, hein, mais de le faire le plus rapidement, et hop, c'est ce que je dis parce que là, maintenant, j'ai dû apprendre à faire l'école, à la maison, là. J'ai un garçon qui est en CP, et donc, en général, c'est genre 3 heures de boulot, quoi. Et avec sa mère et machin, il fait 1h30 et puis 1h30. Je dis, non, c'est horrible. Attends, ça veut dire qu'on bosse toute la journée. Donc, en fait, on fait le boulot à fond le matin, 3 heures, bam, d'un coup. Je suis super sérieux. Et puis, à midi, hop, on prend le skate et on se balade dans Paris, on fait les cons. C'est-à-dire que c'est toujours important voilà, d'être débile, d'être intelligent, d'être joyeux, d'être triste. Enfin, encore tout ce que je disais, d'être un kaléidoscope. En fait, il y a un certain équilibre à trouver. C'est pas que un équilibre de plaisir et de jouissance absolue. Ah non, malheureusement non. Non, après là on va être tout. Non, après ça devient. Oui, voilà, tu as tout compris. Mais c'est le travail de l'équilibre. C'est exactement pareil. Toi, tout se rejoint. C'est à la fois l'équilibre de la vie privée, hein, mais c'est aussi l'équilibre dans une collecte. C'est-à-dire que si moi je m'écoutais, je ferais que des livres que je juge durs et machin, mais je ne parlerai qu'à moi. Et donc là aussi, il faut trouver un équilibre. Et les trucs que je dis, entre guillemets, plus commerciaux, le seul truc qui est important pour moi, c'est que les mecs ou les filles qui écrivent ces livres le fassent avec leur cœur. Parce que, voilà, il y a des gens, quand ils écrivent, c'est commercial, ça veut pas dire que c'est des salauds. Ce qui est salaud, c'est un mec une fille qui veut écrire, genre qui veut apprendre la formule magique pour faire des best-sellers. Mais si quelqu'un, ça lui vient naturellement, tant mieux. Tant mieux pour tout le monde. Et puis, je suis pour, alors ça, c'est mon côté, libertaire mais de gauche, je suis pour par exemple s'il y a un vaccin, je suis pour que l'Afrique le paye 1 euro et que nous on le paye 100 euros, et pareillement dans une collection, Robert Poby et Benoît Philippon et Libby John, en vendant leurs livres, me permettent de financer des livres qui sont invendables. Et après, moi, c'est mon boulot avec mon patron de lui faire comprendre que dans une collecte, il faut qu'il y ait aussi des livres invendables. Parce que souvent, les livres invendables, ils peuvent poser une collection. Alors, certes, moi, par exemple, j'avais des livres. Alors ça m'énervait. Alors ça, celui qui m'avait demandé un livre tout à l'heure, je vous conseille un livre que j'ai fait, mais vraiment, il me tient à cœur, donc c'est pas grave. Ça s'appelle Versus d'Antoine Chénas. Et c'est très sexuel, mais c'est vraiment très beau. Et donc, je rencontrais des libraires, et donc ce livre, j'ai dit, pour moi, j'adore. Enfin bref, il n'est pas parfait, mais c'est un pur livre. Donc, j'étais hyper heureux de ce livre. Je pensais que ça allait choquer les gens et tout. Donc, maintenant, pour choquer les gens, il faut se lever tôt, hein. Les gens sont tellement habitués à tout. Donc, résultat, ça ne réagit pas. Et puis, je vois que j'en vends pas du tout. Et puis, je fais des tournées en librairie. Et puis, tous les libraires, ils me disent « Ah, j'ai adoré Versus et tout. » J'ai dit « Ah, putain, pourquoi j'en vends pas alors ?» Ah non, mais je l'aime, mais je le conseille pas. Donc, moi, je suis un peu abonné à ça. C'est-à-dire que j'ai 2-3 livres chaque année où j'ai plein de très bons échos, mais j'en vends pas 2. Mais quand je dis j'en vends pas 2, c'est j'en vends 500. Hein. C'est vraiment des chiffres. On regarde ça avec l'auteur, on se dit ah putain. Et en même temps, là, c'est à moi de lui donner, de la force. Moi, je suis déprimé, et de dire que les salauds c'est les autres, que c'est nous qui avons raison, que ce qu'on fait c'est bien, et que c'est le monde le monde a tort. C'est-à-dire, on peut dire à un moment que la majorité a tort. C'est pas grave. Et l'essentiel, c'est que l'artiste il continue à sortir ces petites pépites. Et puis, je vous rassure, vu que je vous ai dit que je suis protestant, tous ces livres qui sont un peu expérimentaux, enfin qui sont dans les marges, je les paye évidemment très peu cher. Comparé à des livres commerciaux américains, des gros thrillers, ça, évidemment, je suis pas seul. On est 4 éditeurs sur le coup. Donc, c'est des enchères, c'est du business, c'est du pognon. Et ça fait pas rêver. À raconter, ça fait pas rêver. À vivre, ça fait pas rêver. Mais à côté de ça, il y a ces petits livres, voilà,
C'est l'heure du temps. Mais comme me disait Beccaria en rigolant, ces livres-là, ce sont des livres gratuits. C'est-à-dire, je les fais, ça n'apporte pas de fric, c'est pour la beauté. Mais c'est important. Annie-Rose? Ouais, du coup, tu as publié l'an dernier un livre qui était assez incroyable, c'est Paradigma de Pia Petersen. Yeah! Est-ce que tu peux nous en parler et est-ce qu'il y a un nouveau Pia Petersen qui arrive à un moment donné? Alors, en parler, je suis complètement rouillé et tout. La meuf, c'est elle bien. est dure quand elle me prend après. Putain, mais ça fait un moment que je parle. Donc, bref. Donc, ouais, Paradigma, ça vous décrivait. Alors, j'adore ce livre. Je vous le conseille chaudement. Mais c'était dur de parler de mes livres. Donc, Paradigma, ça vous décrit. Ça se passe à Los Angeles le jour de la cérémonie des Oscars. Et tout d'un coup, alors vous verrez la chronologie du livre, elle est éclatée. C'est pas linéaire comme ça. Mais l'idée, c'est ça. C'est que c'est propagé de façon virale sur le net un manifeste qui est un appel au revenu universel. C'est-à-dire que c'est un appel de tous les pauvres, tous les mal logés, tous les précaires, tous ceux qui n'ont pas et qui sont là en masse, tous ceux qui ont de moins en moins de travail parce que le travail disparaît, parce qu'il y a de l'automatisation, parce que, enfin bon, ça sort du côté de Jeremy Rifkin, tous ces sociologues américains. Eh ben, le message internet dit réunissez-vous sur Hollywood Boulevard pour marcher. Juste marcher. C'est même pas faire une émeute, rien du tout. Marcher, se montrer. Que les invisibles deviennent visibles. Et évidemment, ça va mal finir parce qu'on aime bien que les invisibles restent invisibles. Et donc, oui, Pia est en train de bosser sur son prochain livre. Je l'ai vu juste avant le confinement. Et ça sera toujours, elle voulait aller dans un truc. Moi, j'aime bien creuser les sillons, quoi. C'est mon côté, les junkies. Il faut taper dans la veine. Donc, il faut taper dans la veine. Quand on a trouvé une veine, il faut taper dedans. Et donc là, ça sera à la fois différent, mais ça va parler de street art, autour de figures un peu banksiennes, machin. Ça va parler d'intelligence artificielle. Ça va toujours montrer comment ces sociétés nichées au cœur de la Californie créent notre rapport au réel et comment des artistes essayent de résister. Et là aussi, et c'est ça qui m'importe, et ça aussi pour ça qu'il faut que vous lisiez Paradigma, c'est qu'à côté de ça, il y a une histoire d'amour. C'est que ça fait un peu con à dire comme ça, mais je crois, pour reprendre Breton, parce que je vous parlais de Nadja, mais je vous conseille l'amour fou. Hein. Je vous souhaite d'être aimé follement. Voilà. Donc à tous, là, je vous souhaite d'être aimé follement, même si parfois ça fait mal. Mais l'amour est révolutionnaire. Et donc dans Paradigma et dans l'œuvre de Pia Petersen, et c'est ça que j'aime bien, c'est que l'amour accompagne tous ces discours. C'est que c'est pas juste des rebelles qui lèvent des poings, c'est des rebelles qui lèvent des poings, mais avec des cœurs qui battent, c'est des fleurs bleues. Et je suis comme ça, avec les gens que j'aime bien, mes amis proches et tout. Quand je signe mes mails, il m'arrive de mettre bisous doux mais radicaux. C'est-à-dire qu'on peut être doux et on peut être radical. On peut être tendre et on peut être énervé. On peut être, voilà. Il faut assumer les contradictions et au contraire y aller à fond. La vie n'est que contradiction. Sinon, c'est morbide. Alors, j'en profite de ce temps mort pour faire un petit screenshot. Morbide, temps mort, quel homme, quelle virilité! Voilà, magnifique. Donc, screenshot pour tout le monde. Mettez-vous sur votre plus beau profil. Et on y va, c'est parti. Ah. Allez, Benoît, ouais. Benoît, reste là. Benoît, tourne-toi. Ok, c'est bon. Super. Est-ce que quelqu'un a une autre question? C'est bon, vous êtes rassasié? Ouais. Moi, je voulais juste tais-toi, mais un super merci. Un super merci. Merci, ouais. Merci pour ce moment, c'était vraiment chouette. Hein. Et c'est moi qui vous remercie. C'est passionnant de t'écouter, hein, franchement. Et puis, j'ai passé un mois tout seul, donc ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de monde. Parce que même les réunions Zoom du boulot, je les faisais pas parce que ça me faisait chier. Donc voilà, donc je découvre tout ça avec vous. Je vous remercie. Et puis je fais la grande gueule et tout ça, mais je suis en fait très tendre et ému. Et donc de savoir que vous êtes là, ça me fait plaisir parce que je sais que mes auteurs ils sont pas seuls. Et si mes auteurs sont pas seuls, et moi je suis heureux. Donc voilà, donc je vous remercie du fond du cœur. Et puis si vous avez d'autres questions aussi, moi je suis quelqu'un, vous avez vu, tape dans le dos et compagnie.
Donc, si vous avez d'autres questions, alors je sais pas, c'est Antoniel, le roi des micros, là, le maître des horloges. C'est ça. Il a mon mail et machin. Si vous voulez poursuivre des conversations, des machins, des bibliographies, n'importe quoi, vous pouvez écrire. Et puis aussi, parce que ça arrive, si les gens écrivent, je stresserai pas en me disant oh non putain c'est la personne sur Zoom qui m'a. Les gens parfois me disent ça. Oh, je suis désolé, j'ai écrit quelque chose. J'espère bien que t'es désolé mon gars. Moi je suis là pour ça. Faut pas être désolé. Donc quoi que ce soit, n'importe quoi, je transmets le mail. Voilà, ouais, je suis là. Avec plaisir, Anto. Okay. Mais tu sais pas à qui tu t'adresses. Si. Et c'est pour ça que je le dis. Merci beaucoup, Aurélien. Merci à tous. Alors, je raccroche là. Boum. Ouais. Bonne soirée à tous. Ciao, merci à tous. Ciao. Merci à tous. Ciao. Bonne soirée à tous.